Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast, la série où nous parlons de santé de manière simple, claire et surtout adaptée à nos réalités africaines. Aujourd'hui, nous allons aborder une maladie silencieuse, mais qui touche de plus en plus de personnes en Afrique. Nous parlons bien de l'insuffisance rénale chronique, IRC. L'IRC progresse lentement et pas souvent inaperçue jusqu'à des stades avancés où elle peut nécessiter des traitements parfois lourds comme la dialyse ou la transplantation rénale qui ne sont pas toujours accessibles dans notre contexte, notamment au Burkina Faso. Avec nos invités, deux néphrologues de renom, le docteur Sawadgo Amidou ainsi que le docteur Sanou Pascal. Le docteur Sawadgo Amidou est médecin néphrologue, ancien interne des hôpitaux. Il est assistant hospitalo-universitaire, en passe de passer maître assistant à l'université de Ouagadougou. Il exerce son art médical au centre hospitalier Sourou Sanou ainsi que au centre Yalgado Ouedraogo. Il est titulaire de plusieurs formations après sa spécialisation en néphrologie. Nous avons aussi aujourd'hui le plaisir d'avoir avec nous le docteur Sanou Pascal. Sanou Pascal qui n'est plus à présenter au Burkina Faso. Sanou Pascal qui n'est plus à présenter au Burkina Faso. Il est médecin néphrologue. Il est titulaire de plusieurs DU en dialyse, en transplantation rénale. Il est le président de l'association Rienté. Il nous en dira plus dans quelques instants. Il est également initiateur d'un concept de sensibilisation et de promotion de santé, le mardi néphron. Chaque mardi, avec beaucoup d'enthousiasme, nous lisons ces publications qui sensibilisent la population aux bonnes pratiques en matière de prévention de la maladie rénale. Il nous sensibilise sur les, les gravités et puis les comportements à risque pour les maladies rénales chaque mardi. Il est très engagé dans la lutte contre la maladie rénale. Il part à l'assaut, comme il le dit parfois lui-même, des maladies rénales dans plusieurs conférences, dans les écoles, dans les associations, à la radio. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'accueillir ces deux éminents néphrologues, mais également des amis de la fac pour discuter de maladies rénales. Alors, rapidement, on va faire un tour de table. Je vais demander pour un icebreaker, bris de glace comme on le dit. Je vais demander au docteur, je commence par peut-être docteur Sanou, de se présenter et de nous dire rapidement un mot sur l'association Orientée et puis sur les raisons pour lesquelles il a décidé de devenir neurologue et pas cardiologue ou psychiatre. Merci bien. Bonjour, docteur Kouldiati, que j'appelle affectueusement Gafa. J'espère que tu vas bien. Bonjour, docteur Sawadogo, que j'appelle aussi Amidou. Merci de nous inviter donc sur cette plateforme. J'avoue que ça fait un énorme plaisir de se retrouver sur ta plateforme aujourd'hui, docteur Kouldiati, pour partager un peu plus notre expérience et aussi apprendre un peu plus par rapport donc à notre spécialité et voilà sur la médecine de façon générale. Merci à toi et je t'encourage beaucoup sur cette plateforme-là. Je pense que c'est ce type d'activités qui sont vraiment utilitaires en termes d'impact santé. Merci et bon courage aussi à toi, à toute ton équipe. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi en direct. Je crois que c'est tellement plaisant de sortir du cabinet d'hôpital, de nos salles de soins et de se retrouver sur des plateformes comme ça pour parler santé. Moi, c'est ce qui me passionne beaucoup en ce moment. Et aussi, je voudrais dire bonjour à mon collègue et docteur Savadogo, que j'appelle Amidou, et qui je lui dis pas souvent, mais je profite, je saisis cette opportunité pour lui dire, c'est quelqu'un avec qui c'est tellement plus scientifique de discuter des patients au quotidien. C'est quelqu'un, c'est vrai, on travaille dans la même équipe, mais je me réfère beaucoup à lui. On discute très souvent sur nos pathologies, sur nos patients, et je profite de lui dire que c'est tellement plaisant de travailler avec toi et de d'échanger scientifiquement sur nos patients. Voilà, cela nous permet non seulement de renforcer nos... Voilà, moi je suis Pascal Sanou.
Comme Dr Koudiati l'a dit, je suis médecin néphrologue. Je pratique au centre hospitalier universitaire Sorosano, c'est à Bobo-Dioulasso. En dehors de la pratique, je me suis laissé interpeller, je ne sais pas par quel mécanisme, par le fait qu'il nous faut aller au contact des populations pour parler de la maladie, pour parler des problèmes de santé, pour parler de la prévention surtout, ce qui nous a donné l'idée de créer déjà ce concept-là qui s'appelle Mardi Néphron, sur lequel chaque mardi nous publions des petites astuces, des petites informations, nous partageons des petites expériences sur la maladie rénale, sur le rein et la maladie rénale. Nous parlons de maladies, nous parlons de prévention, nous parlons de bien-être santé. Et ça, c'est ce qu'on fait au quotidien sur cette page-là et sur ce concept qui s'appelle Mardi Néphron. Et donc, déjà, Mardi Néphron, nous sommes heureux de savoir que ça prend un peu plus d'ampleur. Il y a plein de gens qui nous suivent, il y a plein de gens qui nous partagent. Nous avons d'ailleurs été nominés récemment sur une plateforme pour ce que nous faisons. Déjà, le fait de savoir nominer, c'est une reconnaissance. Nous avons, au-delà des Mardi Néphron, créé ce qu'on appelle le réseau d'études et d'initiatives en néphrologie, en promotion de santé et en promotion de la transplantation rénale, qui s'appelle le REIN, tout simplement avec un T à la fin, REIN-T. Donc, c'est une association sur laquelle on se base pour agir sur le terrain et pour atteindre le maximum de personnes dont le maître mot, c'est vraiment la prévention, le diagnostic précoce, les conseils. Et voilà. Merci à vous. Parfait. Merci beaucoup, Sanou Pascal. Sanou Pascal l'a dit, il se réfère parfois à Dr Sawadgo. Dr Sawadgo, c'est un promotionnaire depuis la première année. Il fut étudiant énormément compétent, très compétent. Et ensuite, c'est avec plaisir qu'on l'a vu faire néphro. Et il nous revient que c'est un néphro éminemment compétent et qui place le patient au centre de. Alors, docteur Sawadgo connaît un peu l'histoire, mais je vous demande quand même de partager avec nous de façon très rapide pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être néphrologue et pas rhumatologue ou pas cardiologue. Merci, docteur Diati. Je vais dire GAFA parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude de t'appeler. Et merci à mon voisin du bureau de service, docteur Pascal. Effectivement, Pascal l'a dit, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. En dehors des cadres formels, comme la visite générale, le staff, où on travaille ensemble, très souvent, et on parle de nos patients et aussi bien à l'hôpital qu'au hors de l'hôpital. Donc, on travaille vraiment dans une bonne ambiance. Et avant de commencer, je m'avais dit merci à GAFA qui nous permet aujourd'hui de parler du rein, de l'insuffisance rénale, de la maladie rénale. Parce que vous savez, cette semaine, ou ce mois, c'est le mois du rein. Et la semaine passée, c'était la semaine du rein. Donc, c'est vraiment une bonne occasion pour nous de communiquer avec le public sur cette maladie silencieuse. Il a dit, la fréquence est très élevée et le pronostic est très grave en Afrique. Donc, c'est toujours intéressant de parler de cette maladie, d'autant plus que c'est une maladie qui peut être prévenue. Et pour revenir à ta question, et il faut dire qu'après nos études jusqu'en septième année, nous avons fait le concours d'internat. Et notre premier service choisi entre plusieurs spécialités, ben, c'est sans hésiter que j'ai choisi la néphrologie parce que déjà j'étais dedans. Je mets à la néphrologie et donc ça a été une aubaine pour moi et je vois que je ne me suis pas trompé. Donc c'est ainsi que j'ai été à Abidjan où j'étais avec le professeur Pascal. Hein. On a fait 2 mois, 2 ans ensemble. Donc j'ai fait Abidjan et l'hôpital Yalgado Ouedraogo pour les 2 dernières années et avant d'être affecté à Torosano comme néphrologue. Et maintenant je suis assistant à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou et néphrologue à Sorosano. Allez, merci. Ok, excellent. Merci beaucoup à vous deux. C'est évidemment avec beaucoup de plaisir que j'entame cette interview-là. Alors, on commence par parler de la prévalence. De quoi est-ce qu'on parle? À quel point est-ce que la maladie, l'insuffisance rénale chronique est un problème au Burkina Faso et puis peut-être en Afrique? De quel chiffre on parle? Je ne sais pas qui va prendre la question. Qui veut prendre la question? Super. D'accord. Ok, merci Gafar. À l'entame de mes propos, je disais que
C'est vraiment un honneur pour nous et c'est un plaisir pour nous d'être là pour parler de la maladie rénale chronique. Déjà, parce que c'est vraiment une maladie silencieuse. Jusqu'au stade avancé, ça reste une maladie silencieuse, alors que c'est une maladie qui est très fréquente. Ça occupe 90% des charges de travail des néphrologues. Et donc, c'est pour dire à quel point c'est fréquent. Pour vous donner une autre idée, dans notre contexte, il n'y a pas d'études précises sur la prévalence de la maladie rénale dans la population générale. Mais on estime qu'environ 1% de la population mondiale de la population burkinabé a ce qu'on appelle une maladie rénale chronique. Donc, 1%, c'est beaucoup. D'autant plus qu'on estime encore que 10% de ces malades qui ont une maladie rénale chronique ont une insuffisance rénale. Alors que qui parle d'insuffisance rénale chronique parle de la difficulté de la prise en charge. C'est-à-dire, de la fréquence qui est très élevée, la maladie est très grave. Très grave parce que ça engage le pronostic vital des patients, mais aussi il y a un intérêt thérapeutique parce que la prise en charge est très difficile. Très difficile parce que c'est contraignant pour le malade, mais aussi c'est économiquement difficile pour le malade parce que ce n'est pas supportable. Le malade qui doit faire la dialyse, déjà, il faut qu'il débourse beaucoup d'argent pour le faire. On parlera des coûts de la dialyse dans notre contexte, mais ça engage beaucoup de ressources pour le malade, mais aussi ça l'empêche de travailler, sa maladie l'empêche de travailler. Donc tout ça, c'est le fardeau de la maladie. Et comme c'est une maladie qu'on peut prévenir, c'est vraiment très important qu'on en parle aujourd'hui pour éviter d'alourdir, d'augmenter encore cette prévalence. Ok, très bien. Ok, donc on a compris que c'est une maladie qui est très prévalente. On n'a pas de chiffre exact au Burkina Faso, on n'a pas de prévalence exacte, mais est-ce que l'un de vous sait me dire combien de patients sont inscrits en dialyse au Burkina ou peut-être dans votre hôpital? Comme ça nous donne un ordre d'idée. Pascal, tu veux prendre la question? Tu sais combien de gens Je sont pense que le docteur Savadogo a plus d'informations? Ok, de certitude plus sur ces chiffres-là par rapport à moi. Moi, je peux peut-être m'hasarder sur de l'empirique, mais je préfère qu'il nous donne des chiffres assez récents. ok. D'accord. Bon, je pense que pour le nombre de patients en dialyse au Burkina Faso, ça risque de nous induire en erreur parce que ça ne va pas témoigner de la fréquence de la maladie. Oui, oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, ça, c'est clair. Voilà. Donc, aux patients qui nous suivent, le nombre Voilà. de patients inscrits en dialyse ne reflète en rien la prévalence en population réelle. Voilà. Mais À ça nous titre donne un d'exemple, ordre, ça nous permet de juste de savoir combien de personnes sont en dialyse. Et puis, voilà. Sinon, à titre d'exemple, à Bobo, on a 125 malades en hémodialyse chronique, ok, c'est-à-dire ceux qui sont en hémodialyse pour une insuffisance rénale chronique chronique. terminale. Oui, oui, C'est-à-dire ok, c'est une maladie irréversible et eux, ils sont en dialyse et ils y sont jusqu'à avoir bénéficié d'une greffe rénale. ok, Sinon, ce qu'on dit, c'est une hémodialyse à vie. ok, Donc, on a 125 malades et à Ouagadougou, il y a 3 centres d'hémodialyse. À Yalgado, il y a près de 300 malades, autour de 100 malades à Bogodogo, 60 malades à Tengandogo. Donc, en gros, on va dire au Burkina Faso, ça tourne autour de 500-600 dialysés. ok. Il y a Waiguia aussi, non, Mais si je ne me trompe il y pas. a Waiguia aussi. Waiguia Ok. aussi, Waiguia Fada, n'est-ce pas? n'a pas encore. Oui, Gawa est en projet. Ok, très bien. Donc, en tout, voilà, on a autour de 600 malades qui sont dialysés chroniques actuellement en attente de transplantation. Ok, très bien. Alors, je propose que maintenant, on explique aux patients qu'est-ce qui se passe pour qu'ils développent l'insuffisance rénale chronique. C'est quoi, en médecine, on parle de physiopathologie. Mais avant de parler de physiopathologie, j'aimerais d'abord qu'on explique aux patients, parce que n'oublions pas que cette émission-là est destinée aux patients, qu'on explique de façon très simple, c'est quoi le rôle du rein. Que fait le rein et puis avant de voir ce qui se passe lorsque il y a des perturbations dans ce fonctionnement normal du rein là pour qu'on aboutisse à l'insuffisance rénale. Docteur Sanou Pascal, peut-être vous pouvez nous expliquer c'est quoi Oui, le rôle du d'accord, rein merci bien. de façon très simple. Déjà, ouais, et justement, ça nous arrive souvent quand on discute entre nous comme ça d'être un peu trop technique.
Donc, je vais peut-être veiller à ce que le langage soit simplifié, peu scientifique et surtout compréhensible. Euh, A priori, pour parler du rein et de ses fonctions principales, il faut d'abord dire que normalement, chacun de nous naît avec un rein. Et donc, le rein, c'est pas comme certains le disent souvent, parce que ça nous arrive que des gens viennent de très loin pour une consultation, ils nous disent que j'ai mal au rein, alors qu'à priori, ils ont mal plutôt au dos, ils ont des douleurs au niveau de la. Mais en fait, le rein, c'est pas les os du dos. Le rein, c'est deux organes qui sont situés à l'intérieur de l'abdomen et qui ont une taille d'environ 12 cm et qui sont symétriques. Donc, il y en a deux normalement, sauf qu'il y en a qui naissent avec un rein et qui assurent essentiellement trois fonctions principales. Mais en fait, en connaissant donc les fonctions principales des reins, ça nous permet de savoir comment donc va se manifester chez nous, chez le patient. Donc, les trois fonctions essentielles du rein, c'est d'abord l'élimination des déchets de notre organisme. J'explique ça simplement en disant, chaque fois que nous sommes en vie, que nous soyons en activité ou au repos, que nous soyons en train de dormir ou en train de travailler, notre organisme produit au quotidien et de façon de l'énergie. Et cette énergie, la production de cette énergie entraîne donc l'évacuation ou l'expression des déchets de notre corps. Donc les reins éliminent a priori ces déchets-là de notre organisme. Si notre organisme est en vie, actif ou au repos, si ces déchets produits pour nous maintenir en vie, l'énergie produite pour nous maintenir en vie, génère des déchets. Si ces déchets ne sont pas éliminés, donc ça va s'ensuivre certainement des difficultés de fonctionnement de notre organisme. Donc, première fonction, c'est éliminer les déchets, ce qu'on appelle en néphrologie la fonction d'épuration. Ensuite, nous avons la deuxième fonction, c'est d'assurer l'équilibre de l'eau dans notre organisme. En néphrologie, on dirait équilibre hydroélectrolytique. Donc, l'équilibre de tout ce qui est liquide et de tout ce qui va avec les fluides liquides dans notre corps. Il est évident que chaque jour que nous mangeons, tout ce que nous mangeons se transforme finalement en liquide dans notre corps. S'il n'y avait pas un organe qui faisait donc la régulation de cet équilibre-là, on allait se retrouver soit en excès, donc en tout cas des défaillances donc de l'organe de régulation, soit en défaut. On peut aussi se retrouver en défaut où tous les liquides qui devraient rester pour nous maintenir en bonne santé vont être éliminés. Donc l'équilibre d'eau et puis des électrolytes qui sont dans notre corps. Et donc, les électrolytes, c'est tellement simple, hein, c'est des micronutriments qui sont contenus dans notre organisme, dont la présence assure une certaine stabilité et des fonctions précises, voilà, qui sont donc dans les milieux et qui sont importants, dont l'équilibre est très important pour notre meilleure santé. Et la troisième fonction, on appelle ça techniquement les fonctions endocrines. Dans les fonctions endocrines, on regroupe un ensemble d'activités que le rein mène pour nous maintenir un certain équilibre dans notre corps, une certaine santé dans notre corps. L'une des fonctions endocrines, on pourra dire par exemple la production de certaines hormones, la production de certaines cellules souches, par exemple l'érythropoïétine qui est la cellule souche qui permet de garder un taux d'hémoglobine stable par la production de globules rouges. En gros, quand on parle d'anémie, c'est parce que les cellules souches ne sont pas suffisamment produites dans certaines situations. Donc, le rein assure la production de ces cellules souches-là qu'on appelle l'érythropoïétine. Et l'une de ces fonctions aussi, la fonction endocrine, on entend par là l'équilibre de la pression artérielle. Le rein, à travers certaines cellules situées à l'intérieur du rein, notamment des vaisseaux, produit certaines cellules qui participent à équilibrer la pression artérielle dans notre organisme, notamment donc par la régulation du système rénine-angiotensine. Il y a également, bien évidemment, certaines vitamines qui sont également, dont le cycle de maturation se fait au niveau du rein, notamment le calcium et puis non, la vitamine D, et donc qui va permettre l'utilisation du calcium au niveau donc de notre système digestif. Donc en gros, le rein, les trois fonctions, c'est éliminer les
assurer l'équilibre entre l'eau, l'équilibre d'eau dans notre organisme et les fonctions, je dirais, endocrines qui permettent donc de stabiliser un certain nombre d'éléments dans notre organisme, notamment les fonctions, la production de certaines hormones, notamment l'équilibre de la pression artérielle, notamment la production de certaines cellules souches qu'on appelle donc l'érythropoïétine. Simplement dit, ce que fait donc le rein dans notre organisme. Très bien, merci beaucoup Pascal. Est-ce que tu peux répondre par oui ou non? Je me souviens que quand je pratiquais encore la médecine, je disais parfois aux patients que le rein abrite de l'eau. Ça veut dire qu'il épure le sang. Extrêmement, est-ce que vous utilisez cette image-là pour expliquer aux patients ou est-ce que c'est trop simplifié, ce n'est pas approprié? Quand on dit que le rein épure le sang, ou bien, je Non, sais pas quand je quoi. dis, parce que moi je disais, et puis j'entendais aussi des aînés dire que le rein, son rôle, c'est avec de l'écho, c'est de nettoyer le sang Bah, classiquement, en Djoula, c'est un peu la première fonction que j'ai ok, dit tout à l'heure. Classiquement, en Djoula, ici chez nous, dans la langue locale que nous utilisons, je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui nous suivent qui ne sont pas forcément du Burkina ni des Bobo du Lasso. Classiquement, ici chez nous, même en Morée et tout, on dit le rein, il lave le sang. C'est ce oui, que les gens disent. C'est c'est pour ça. ça d'ailleurs que les gens ont une perception assez extrême de la dialyse. Ils pensent qu'on vide de votre sang, on le fout dans une machine et puis on le lave. Oui, est-ce que En fait, la fonction Abid Joli Koni en Djoula, donc le rein lave le sang, en fait, c'est essentiellement la fonction d'épuration? épuratrice. Ok, Débarrasser le sang des. ok, Mais en fait, quelqu'un qui n'a pas encore étudié suffisamment le rein, il ne peut pas se dire, bon, les gens ont simplement cette idée-là de débarrasser le sang des déchets alors qu'il y a plein d'autres fonctions que le rein fait, ce qui fait d'ailleurs sa complexité. ok, très bien, c'est compris. Docteur Savadgo, en partant de ce que docteur Sanou a dit, comment est-ce que la maladie rénale s'installe? En médecine, on parle de physiopathologie. Est-ce que vous pouvez expliquer aux patients pourquoi est-ce que les fonctions normales que Pascal a décrites là deviennent déficientes et puis la maladie rénale s'installe? C'est pour la distinguer avec des lombalgies pour lesquelles les malades se trompent souvent et puis ils viennent en consultation une fois parce qu'ils ont des maux de dos. Donc l'insuffisance rénale, ce ne sont pas des maux de dos, c'est une maladie des reins et ça ne fait pas mal. Et pour revenir à ta question, comment la maladie rénale survient, déjà il faut distinguer la maladie rénale de l'insuffisance rénale. Maladie rénale, c'est tout ce qu'il y a comme anomalie sur la forme, sur la structure et sur le fonctionnement des reins. Donc, c'est-à-dire, c'est pas que les fonctions que le docteur Koulidiati a citées, le docteur Sanou a citées sont défaillantes. Ça concerne l'insuffisance rénale. Mais la maladie rénale, c'est vraiment d'ordre général. Par exemple, quand les reins n'ont pas la bonne forme, quand ils n'ont pas la bonne taille, quand la structure du rein n'est pas normale ou quand son fonctionnement n'est pas normal, on dirait qu'il y a une maladie rénale. Et ça, plusieurs pathologies peuvent être à la cause. Mais les plus fréquents, c'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle dans le monde entier et aussi de plus en plus dans notre contexte. Et en dehors de ça, on peut avoir des maladies héréditaires. C'est-à-dire, il naît avec une maladie héréditaire. La plus fréquente est ce qu'on appelle la polykystose. Mais en dehors de ça, on peut avoir plein d'autres pathologies qui vont entraîner les lésions initiales qui vont donner la maladie rénale. Et lorsqu'il y a ces lésions, lorsqu'il y a cette agression initiale du rein, un certain nombre de néphrons ne devient plus fonctionnel. C'est-à-dire le néphron, c'est l'usine au niveau du rein. C'est-à-dire c'est l'unité fonctionnelle du rein. C'est l'unité qui assure la filtration du rein et qui assure les autres fonctions du rein. Donc, il y a environ 1 million par rein. Et donc, si le nombre diminue à cause d'une maladie comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, comme les infections chroniques, si le nombre diminue, le rein devient de plus en plus faible. Les autres machines qui restent augmentent leurs capacités pour répondre aux besoins de l'organisme. Et donc, en augmentant les capacités, ça réduit malheureusement les durées de vie. Donc, progressivement, les néphrons sains meurent et la maladie rénale s'aggrave. Et c'est lorsque cette maladie rénale évolue vers le stade 3 qu'on parle d'insuffisance rénale. Donc, quand on parle d'insuffisance rénale, c'est déjà une maladie rénale qui a évolué du stade 1 jusqu'au stade 3. Parce que le nombre de néphrons fonctionnels
est déjà inférieur à 50% des néphrons, du nombre de néphrons. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une physiopathologie unique. Il y a plusieurs agressions qui peuvent entraîner la maladie rénale initiale. Et par la suite, le fait que les néphrons s'adaptent vont entraîner une réduction de leur durée de vie, qui vont progressivement mourir et entraîner une aggravation de la maladie rénale qui va évoluer vers l'insuffisance rénale. Et cette insuffisance rénale aussi va évoluer vers le stade 5 qu'on appelle insuffisance rénale chronique terminale ou maladie rénale chronique stade 5. Mais il faut reconnaître que les causes les plus fréquentes, c'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle, ce sont les maladies infectieuses chroniques comme le VIH. Dans notre contexte, il y a le VIH, il y a les hépatites virales, mais aussi certaines substances toxiques. De plus en plus, on voit des cas d'insuffisance rénale qui sont dus aux substances toxiques, comme le mercure qui est utilisé sur les sites d'orpaillage. Donc, il y a ces substances toxiques-là aussi. Et il y a les médicaments nephrotoxiques que les gens prennent par automédication. Et aussi, on incrimine un certain nombre de médicaments traditionnels dont on ne maîtrise pas la composition, dont on ne maîtrise pas les doses. Et donc, ces maladies-là, on s'est dit que ça peut entraîner un certain nombre de cas de maladies rénales chroniques qui peuvent passer inaperçus. Ok. Et là, c'est bien compris. Alors, docteur Sawadgo, je souhaite que vous reveniez un peu plus en détail. On a bien compris que au cours de l'évolution de l'insuffisance rénale, les néphrons, qui sont les unités fonctionnelles du rein, qui sont les usines, comme vous l'avez dit, vont diminuer en nombre. Et donc, les fonctions du rein ne pourront plus être assurées par le nombre qui reste. Et l'insuffisance rénale est définie à partir du moment où environ 50% des néphrons ne, ne, ne sont plus fonctionnels, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez expliquer, par exemple, dans le cadre du diabète, ok, qui est la cause, l'une des causes, le diabète ou l'hypertension, qui sont les causes les plus fréquentes dans le monde et probablement dans notre contexte aussi, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau du néphron pour qu'il meure? Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que, par exemple, je dis des bêtises? Est-ce que c'est, par exemple, l'excès de sucre tue la cellule ou comment est-ce que ça se fait que l'hypertension entraîne la mort des cellules, des néphrons? Ok. Il y a des conséquences qui se passent sur tout l'organisme et en particulier sur certains organes, ce qu'on appelle les organes cibles du diabète et qui sont en réalité des complications du diabète. Il y a ce qu'on appelle les complications micro-angiopathiques, complications qui sont liées aux micro-vaisseaux, aux petits vaisseaux, et les complications qui sont dues macro-angiopathiques, donc les complications qui concernent les gros vaisseaux. Pour le cas du rein, ce sont les complications de micro-angiopathie, donc les petits vaisseaux. Ces petits vaisseaux-là se retrouvent aussi bien dans le rein, au niveau de la rétine, mais aussi au niveau du cerveau. Donc, au niveau du rein, il y aura une atteinte de ces petits vaisseaux. Qu'est-ce qui va se passer? Au stade initial de l'atteinte rénale, va entraîner une hyperfiltration. La glycémie étant élevée, ça va entraîner augmenter ce qu'on appelle l'osmolarité. C'est comme si le flux sanguin qui arrive au niveau du rein s'augmente. Et comme je vous ai dit, si le flux sanguin qui arrive au niveau du rein augmente, ça augmente le travail des reins. Parce que les reins, schématiquement, ce sont des filtres. Comme ce sont des filtres, le sang arrive en grande quantité. Donc, il y a une grande quantité de sang à filtrer. Donc, le travail des reins s'augmente. En plus de ça, il y a les produits qu'on appelle les produits de glucagon, c'est-à-dire les produits qui sont dérivés du métabolisme des glucides qui vont se déposer au niveau du rein. Le rein étant considéré comme un tamis. Ça va se déposer au niveau du rein et entraîner une augmentation du volume du rein. En plus de cette augmentation du volume, le travail des machines va s'intensifier. Donc, au début, il y a ce qu'on appelle une hyperfiltration. C'est comme si le rein travaillait trop bien. Quand vous faites un bilan rénal en ce moment-là, vous verrez que la créatinine est parfaitement normale et le débit de filtration glomérulaire est bon. C'est comme si le rein il travaillait bien, alors que c'est le stade 1 de la maladie rénale, parce que c'est un travail de trop, ce n'est pas normal. Et donc, comme je vous ai dit, quand les néphrons ils travaillent trop, ils se fatiguent beaucoup plus et donc la durée de vie diminue. Donc, au fur et à mesure que ces reins-là ils travaillent plus qu'il n'en faut, ils vont se fatiguer
ils vont se scléroser, comme on dit. C'est-à-dire, il y aura des dépôts au niveau des parois des vaisseaux, c'est-à-dire les vaisseaux vont se tapisser des dépôts qui vont faire en sorte que certains vaisseaux vont se boucher et donc le filtre au niveau du rein va se détériorer à cause des dépôts que je vous ai dit et à cause du travail exagéré des machines. Donc le filtre, le tamis va se détériorer. Et quand le tamis se détériore, ça ne filtre pas bien. Désormais, ça va laisser passer certaines substances que le tamis ne devrait pas laisser passer. C'est ce qu'on appelle la protéinurie. Donc, quand on a cette protéinurie, ça veut dire des protéines dans les urines qui normalement ne devraient pas sortir. C'est un des premiers signes de la néphropathie diabétique parce que le tamis est détérioré. Et au fur et à mesure, les néphrons vont mourir et c'est par la suite qu'on va avoir une insuffisance rénale parce que le nombre de néphrons fonctionnels n'est pas suffisant pour assurer la fonction d'épuration de l'organisme. Donc, le problème part de l'hyperglycémie et des produits de dégradation de cette de la glycagon, qui vont se déposer au niveau du rein, modifier la structure même du rein, ce qu'on appelle le mésangiome, modifier le fonctionnement des néphrons, des machines, et donc détériorer les tamis pour ensuite détériorer complètement les néphrons. Ok, très bien. Voici ce qui se passe quand on a une néphropathie diabétique. Dans bien d'autres maladies, c'est un peu similaire, c'est-à-dire la maladie initiale agresse le rein et par la suite, on a une détérioration progressive des néphrons. Ok, très bien. Non, c'est bien compris. Et puis, lors de notre émission sur l'hypertension artérielle, Dr Adoko Somandulgo nous avait expliqué comment est-ce que l'hypertension induit l'insuffisance rénale chronique. Alors, maintenant qu'on a compris c'est quoi le rôle du rein, qu'est-ce qui se passe pour que le rein devienne défaillant, on va discuter des causes et des facteurs de risque de la maladie rénale. Docteur Sanou, je me retourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous donner les facteurs de risque et les causes principales des maladies rénales? Docteur Sawadgo l'a souligné, c'est principalement l'hypertension artérielle, le diabète. Mais dans notre contexte, quelles sont les causes principales au-delà des causes des causes les plus connues? Et puis, j'ai quand même l'impression Sanou Pascal, est-ce que vous nous entendez? Il semble avoir des difficultés avec sa caméra. Oui, on vous entend. CMD, néphrologue, chef de service au CHUS, qui disait que la prévalence est de plus en plus importante, notamment chez les personnes âgées et chez les personnes jeunes, même chez les personnes jeunes. Alors qu'on s'y attend pas, on s'attend pas à ce que ce soit la partie de la population qui développe l'insuffisance rénale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les facteurs de risque, quels sont les comportements à risque qui expliquent que les jeunes développent de plus en plus de maladies d'insuffisance rénale chronique? Donc, du coup, ce que je peux dire, moi, généralement, quand je parle de ce qui peut entraîner l'insuffisance rénale, j'aime le décrire en trois items principaux. Je les appelle trois contextes ou trois situations qui peuvent justifier un peu plus la survenue de l'insuffisance rénale de façon générale, mais surtout dans notre contexte, le contexte africain chez nous. Alors, moi, j'identifie personnellement trois items qui justifient pourquoi l'insuffisance rénale survient chez nous. Pour moi, la première chose, c'est la non-connaissance de la maladie. C'est une maladie qui paraît jusque-là mystérieuse. C'est une maladie sur laquelle les gens n'ont pas beaucoup d'informations. Et quand ils ont des informations, le plus souvent, c'est l'information est essentiellement à la situation dramatique qu'ils ont vécue. Donc, du coup, ça ne donne pas forcément une vraie vision donc de la maladie. Et donc, ce paramètre-là, à mon avis, est un paramètre qui aggrave beaucoup plus donc le contexte de survenue de l'insuffisance rénale. Donc, ça va ouvrir la porte à des pratiques qui vont forcément entraîner une insuffisance rénale. Si je prends le cas typique du diabète, de l'hypertension artérielle, c'est donc parfois le fait même d'ignorer
que lorsque vous n'êtes pas équilibré, lorsque vous n'êtes pas bien suivi sur ces maladies-là, vous allez entrer forcément au fil des années une insuffisance rénale chronique. Donc voilà. Et dans notre contexte également, l'ignorance de la maladie fait que nous avons des pratiques qui nuisent fortement aux reins. Donc là, je prends l'exemple de l'automédication et le retard de la consultation. L'automédication, parce que dans notre contexte pratique chez nous, et même dans beaucoup d'autres pays, hein, nous avons vu, c'est pas seulement des pratiques qui sont des pratiques africaines, ça je l'ai dit. L'automédication occupe une place assez importante dans l'attitude thérapeutique de nos populations. Les gens ont tendance d'abord à se soigner eux-mêmes avant d'aller vers le pratique qu'ils ont, ou alors pour les aider à gérer ce qui est déjà compliqué. Et l'automédication et aussi l'utilisation de médicaments qui ne sont pas forcément adaptés sont des causes qui, en tout cas, favorisent la survenue de l'insuffisance rénale chez nous. Et bien évidemment, le retard de consultation, parce que certaines maladies simplement, hein, comme le paludisme, comme la dengue, comme toute infection, vous faites une plaie, une infection digestive et vous soignez pas au bout d'une semaine, vous essayez des thérapeutiques. Je prends l'exemple du paludisme où dans la population générale, vous avez plus de gens, dès qu'ils ont les premiers signes du paludisme, ils vont par exemple prendre du paracétamol qui va être utilisé comme médicament de choix, alors qu'en réalité, le paracétamol va simplement les permettre de tolérer, enfin de faire passer la fièvre, les douleurs, mais ne va pas traiter la maladie elle-même qui est le paludisme. Donc voilà, l'automédication, le retard des consultations, tout ça, je les mets dans le lot de la non-connaissance de la maladie par la Ok. population. Malheureusement, c'est pour ça que nous, les néphrologues, on a plutôt intérêt à parler le plus longtemps possible de cette maladie, de l'expliquer aux populations pour qu'elles puissent y adhérer. Le deuxième paramètre qui justifie, à mon avis, la survenue de l'insuffisance rénale, que j'incrimine déjà le plus souvent, c'est la non-adhésion au traitement et la non-maîtrise de la maladie chronique. Vous savez, chez nous, lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on vous donne un médicament, vous guérissez et vous allez à la maison. Quand on regarde sur la constitution sociale et anthropologique de notre société, je parle donc de la société dans notre pays, par exemple, où la maladie chronique, la notion de maladie chronique est très peu acceptée ou alors très peu comprise. Initialement, vous savez, dans nos sociétés, vous tombez malade, on vous amène chez le guérisseur, vous restez vos médicaments, vous êtes guéri, vous repartez chez vous. Et donc, là, ce problème-là qui est qu'une maladie chronique, on la suit, on la traite, on la contrôle et on vit avec. Cette situation est très peu maîtrisée dans notre contexte socio-anthropologique et favorise justement soit la survenue de l'insuffisance rénale puisque les maladies chroniques ne sont pas bien suivies, soit l'aggravation, la progression rapide de l'insuffisance rénale. Comme Dr Sawadogo l'a dit, quand on est au stade 3, on va tout de suite au stade 5 parce qu'on n'a pas été pris en charge, parce qu'on n'a pas pu tenir donc le suivi de la maladie chronique, parce qu'on n'a pas pu respecter donc tout ce qu'il y a autour de la maladie chronique. Le troisième paramètre qui fait qui justifie plus ou moins la gravité de l'insuffisance rénale, qui est l'une des causes d'insuffisance rénale chez nous, à mon avis, et je pense que Dr Kouldiati Gaffar, tu es spécialiste plus ou moins dans ce domaine-là, pour moi, c'est surtout l'adéquation qu'il faut trouver entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Quoi qu'on dise, nous venons d'une société qui a ses valeurs, qui a sa vision sur la maladie, qui a sa façon de soigner, qui a aussi ses résultats. Je pense qu'il ne faut pas dénier déjà de fait que en Afrique, on a des méthodes pour soigner. Mais il faut trouver un terrain, il nous faut trouver un pont entre ces deux pratiques-là. Je vais étayer cet exemple-là par le fait que presque tous nos patients en maladie chronique arrivent au stade très avancé de la maladie, pas parce que la maladie ne s'était pas révélée, mais parce qu'ils ont toujours essayé une thérapeutique. Et le plus souvent,
les gens se réfèrent d'abord à la médecine de chez eux avant d'aller à la médecine moderne. Donc, si on ne crée pas ces ponts-là, on continuera toujours et probablement de recevoir les patients au stade terminal de l'insuffisance rénale. Donc, entre autres facteurs chez nous, les causes d'insuffisance rénale, je pense qu'il y a aussi, il y a certainement ce pont-là qu'il nous faut arriver à créer et cette confiance qu'il nous faut arriver à mettre en place entre nos patients, entre les familles, entre les populations, entre nous, Africains, notre culture, ce que nous sommes, et la médecine moderne que nous avons apprise, que nous pratiquons d'une manière ou d'une autre. Sinon, les gens, ils vont toujours essayer et ils vont toujours arriver au stade terminal de la maladie rénale. Et voilà, on pourra parcourir tout ce qui peut entraîner la maladie rénale. Mais là, le drame, c'est que les gens, ils arrivent toujours dans nos hôpitaux au stade terminal. Et ça, c'est l'un des paramètres qui fait qu'on n'est pas du tout, on n'arrive pas à répondre efficacement aux attentes et aux enjeux de cette maladie-là. Donc, les trois items pour moi, c'est ça. C'est d'abord le fait, la non-connaissance de la maladie. Ensuite, c'est cette inadéquation entre la médecine moderne et la médecine africaine. Et le troisième paramètre que j'ai évoqué, qui peut être source de survenue de l'insuffisance rénale, c'est surtout le fait que les gens, la population de façon globale, n'a pas la même perception sur la maladie chronique et donc les attitudes. Très bien. Vous soulignez quelque chose de très intéressant, docteur Sanou. En fait, cette perception de la maladie chronique, chez nous, effectivement, on n'a pas, pour nous, il n'y a pas de maladie chronique. Une maladie, tu l'as, tu guéris et c'est fini. Et donc, c'est vrai que ça fait qu'il y a vivre avec la maladie chronique, comprendre la maladie chronique n'est pas évident. Je me souviens que j'ai eu des patients, par exemple, qui souffraient de diabète, pas d'insuffisance rénale, qui étaient convaincus qu'ils pouvaient prendre des plantes qui allaient les guérir définitivement du diabète. Ou alors des gens qui pensent que malgré que euh, la drépanocytose soit une maladie génétique, on pouvait prendre des traitements et puis guérir définitivement. Donc ça souligne que effectivement, il n'y a pas cette notion de maladie chronique là. Et je pense que c'est un bon bout, c'est un bout intéressant à prendre et que peut-être il faut impliquer les sociologues pour voir comment est-ce. Gaspard, je peux être assez régulier, assez récurrent dans nos hôpitaux. En fait, pour étayer un peu cette problématique-là, vous voyez par exemple dans nos hôpitaux, qu'est-ce qui arrive? Les cas les plus faciles, ça, là, vous avez plus de chances d'être efficace. Vous trouvez un malade aujourd'hui qui est au stade 3 de l'insuffisance rénale. C'est-à-dire que là, sa fonction rénale est détruite déjà à presque 50%, comme Amidou l'a expliqué tout à l'heure. Vous commencez, vous mettez en place un traitement. Le même patient, vous lui donnez peut-être rendez-vous dans un mois. Le plus souvent, il vient pas. Puisque, en fait, le drame de la maladie rénale, c'est que, je peux me permettre de le dire ainsi, c'est qu'il n'y a aucun signalement parfois qui te dit que tu es malade. Il n'y a que le suivi biologique, le suivi avec les spécialistes qui permet de dire que vous avez une maladie rénale. Donc, si le patient, vous le trouvez au stade 3, vous lui mettez un traitement en place, il prend le traitement au bout d'un mois, il se sent bien et il ne revient plus vous voir. Parce que la notion de chronicité de la maladie, la notion de vivre avec une maladie chronique, ce patient, il n'a pas encore assimilé, il n'a pas encore adhéré à votre traitement. Et donc, vous le revoyez malheureusement, et ça c'est fréquent, vous le revoyez 6 mois après, ou 1 an après, au stade 5, au stade terminal de l'insuffisance rénale. Vous ne pouvez pas être efficace. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? La maladie rénale est étiquetée comme étant une maladie très grave, mortelle, alors que vous auriez pu, si ce malade avait adhéré à votre thérapeutique, à votre schéma, bien suivre cette maladie, faire en sorte qu'elle n'évolue pas, peut-être c'est Ok, très bien Pascal, mais ça tombe bien que vous dites ça. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour prévenir ça, pour amener le patient à revenir? Est-ce que par exemple dans votre service, il y a des psychologues qui sont chargés d'expliquer au patient c'est quoi la maladie chronique? Parce que s'il ne le comprend pas et que vous, en tant que néphrologue, vous n'avez pas le temps de lui expliquer, il y a un problème. Comment est-ce qu'on résout ce problème? Voilà toute la complexité de la pratique de la néphrologie chez vous, en fait. La consultation de néphrologie, elle est très complexe, elle est très compliquée, elle dure le plus souvent très longtemps. Parce que si vous n'avez pas réussi à expliquer au malade ce qu'il a, ce qu'il risque, vous n'avez rien fait.
vous allez le revoir aux urgences dans 6 mois, dans 1 an, au stade terminal. Donc, c'est pour ça que c'est tellement complexe chez nous que la consultation en néphrologie, elle est très complexe. Parfois, il nous arrive de prendre des schémas, de montrer d'abord même l'organe au patient, de lui dire ce que fait cet organe, ce qu'il risque s'il n'est pas bien soigné et ce qu'il risque si jamais on le retrouve avec une défaillance complète du rein. Imaginez un peu le premier contact avec un patient, vous devez lui expliquer tout ça, ça fait un peu complexe la maladie rénale. C'est pour ça justement, avec Dr Sawadogo, la semaine dernière, la semaine du rein qui est passée là, et le service de néphrologie a justement organisé une série d'activités, de conférences, de communication à large public. C'est un peu ce que nous faisons également, Néphro. C'est ce que nous faisons également au niveau de l'association rein. C'est la communication sur cette maladie qui va changer tout. Ce ne sera pas la capacité à recevoir les malades, c'est la communication, la prévention. Donc, il faut expliquer aux gens, c'est pour ça justement votre plateforme, salut tous ceux qui nous suivent, de transmettre ce message. Là, votre plateforme est tellement un beau cadre de communication en dehors de nos cabinets de consultation pour parler de cette maladie. Tant qu'on ne communique pas, tant que le malade n'a pas compris ce qu'il a, vous allez toujours les retrouver 6 mois après au stade. Ok, très bien. J'ai l'impression que Dr Sawadgo veut ajouter quelque chose. Oui, Pascal a vraiment tout expliqué. Et, je souris parce qu'il sait, hein, ça occupe une grande partie de notre travail à l'hôpital, ce qu'on appelle le counseling. Malheureusement, c'est vraiment quand les choses sont déjà installées, bon, le malade vient nous voir, il a une insuffisance rénale chronique et il faut faire le counseling, c'est-à-dire il faut lui expliquer sa maladie. Oui. Est-ce que vous avez des psychologues pour vous accompagner? Parce que je sais que par exemple, dans les pays développés, il y a des psychologues qui sont là. Vous connaissez la maladie sur le plan médical, technique, mais les psychologues sont habilités à accompagner l'acceptation de la maladie et puis préparent le patient à vivre avec. Juste une question. Est-ce Tout que à c'est fait. le cas? Non, malheureusement, ce n'est pas Non. le cas dans nos Ok. services et dans les autres services de néphrologie du Burkina Faso, alors qu'on en a grand besoin. Et comme vous Oui, tout dites, à fait. Oui. parce que non seulement ça prend beaucoup de temps et les néphrologues ne sont pas forcément outillés pour pouvoir comprendre certains aspects psychologiques liés aux malades. Et donc, on en a besoin, mais malheureusement, pour l'instant, dans nos services, on n'a pas de Il y a un psychologues. C'est la écho. même Quelqu'un a chose. allumé deux fois. Peut-être c'est Pascal. Ça va maintenant? Oui, oui. C'est Voilà. bon, c'est bon. Donc, Donc, euh, donc, je disais qu'on n'a pas de psychologues dans nos services et c'est la même chose pour les nutritionnistes. Donc, c'est nous-mêmes qui faisons le travail et c'est parfois très fastidieux. On n'est pas très outillé pour le faire, mais on essaie quand même. Et donc, comme Pascal l'a dit, la plupart de nos malades africains n'arrivent pas à comprendre la notion de maladie chronique. Et c'est là aussi qu'il a dit qu'il faut qu'on crée un pont entre la médecine moderne et la médecine africaine, parce que c'est très important. Aussi bien pour les médicaments qu'entre professionnels, entre les médecins et les tradithérapeutes. Parce que la difficulté pour nous, c'est quoi? Vous recevez le malade, vous lui expliquez sa maladie, vous lui dites que c'est une maladie chronique. Schématiquement, on lui dit, le rein, il est mort. Il ne travaille plus. Donc, quelque chose qui est mort, il ne guérit plus, il ne peut plus revenir à la vie. Donc, on va suppléer les fonctions du rein. Ce que les reins devaient faire, on va faire ça par d'autres moyens. On dit ça schématiquement pour que le malade puisse comprendre. Mais il n'y a pas que le malade, il y a son entourage et il y a même les tradithérapeutes, nos collaborateurs. Lui, il ne comprend pas ça comme ça. Lui, il veut dire au malade, non, lui, il peut le guérir. Donc, tu vois, le pont, il faut le créer aussi entre les agents de santé et les tradithérapeutes. Je me rappelle qu'il y a eu un travail qui a été fait quand nous étions étudiants, quand nous étions stagiaires à l'hôpital Soro-Sanou, où il y a eu un travail entre les traumatologues et les rebooteurs qui a permis à faire en sorte que pour les fractures fermées, les rebooteurs envoyaient les malades systématiquement à l'hôpital. Donc, c'est ce travail-là, je pense qu'il faut faire. Quand il y a une maladie rénale chronique, il faut que les tradithérapeutes puissent comprendre, puissent dire aux malades que c'est une maladie qui est chronique, qui est irréversible, et qu'à un stade, au stade terminal, il faut forcément un traitement de suppléance rénale. Ça va permettre de réduire ce taux de perdu de vie, ce qu'on appelle des perdus de vie, c'est-à-dire des malades que vous voyez une fois et après vous ne le revoyez plus parce que vous lui avez donné une mauvaise nouvelle. Vous lui avez dit que sa maladie ne peut pas guérir alors que quelqu'un d'autre lui propose de le guérir.
Donc, il y a ce travail-là qu'il faut faire avec tous ceux qui participent à la prise en charge des malades en Afrique. Et Pascal est revenu aussi sur la notion des médicaments traditionnels. Habituellement, par manque de temps ou par incompréhension, on a l'impression que les néphrologues disent les médicaments traditionnels, ce n'est pas bon. Bon, ça, c'est ton domaine, tu maîtrises bien les plantes, mais il faut savoir que le néphrologue, il n'a pas fait des études sur les plantes. On a fait des études sur les maladies rénales. On sait que les maladies rénales, le rein est agressé par diverses substances, aussi bien les médicaments modernes, traditionnels, que d'autres substances qu'on consomme qui ne sont pas forcément des médicaments. Et quand on dit que les médicaments agressent le rein, ben, c'est aussi bien les médicaments modernes que les médicaments traditionnels. Mais les médicaments modernes ont l'avantage d'avoir fait l'objet d'études. Donc, on connaît ceux qui sont le plus néphrotoxiques, on connaît les doses qui sont néphrotoxiques. Malheureusement, on ne connaît pas les plantes, on ne connaît pas les médicaments traditionnels. Donc, on dit aux malades de se méfier. Surtout ceux qui ont déjà une maladie rénale chronique. Déjà, il faut se méfier de tout ce qui est médicaments, et en particulier les médicaments qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi c'est comme l'impression qu'on dit que tous les médicaments traditionnels donnent une maladie rénale. Non, loin de là. Les médicaments, les tradithérapeutes, les médicaments traditionnels participent, contribuent à la santé globale de la population. Mais c'est évident qu'il y a une partie des médicaments traditionnels qui peuvent être néphrotoxiques. Malheureusement, on ne les connaît pas. On ne connaît pas à quelle dose ils sont néphrotoxiques. C'est ce qui fait qu'on a tendance à généraliser quand on a un patient qui a déjà une maladie rénale. Donc, pour ça aussi, il faut qu'il y ait aussi un travail entre nous et les professionnels, ceux qui ont étudié les plantes. Vous, par exemple, qui avez une meilleure connaissance sur les plantes et sur les effets même de ces plantes-là, parce que parfois, on se dit qu'on n'a pas étudié les plantes, alors qu'il y a certaines plantes qui ont fait l'objet de beaucoup d'études. Hein. C'est juste que ben, ce n'est pas notre domaine, on ne les connaît pas. Donc, en fait, Ok. pour prendre en charge les maladies rénales, il faut en fait une collaboration multidisciplinaire entre d'abord néphrologues, médecins généralistes, médecins de spécialité qui s'occupent d'autres organes, mais aussi tradithérapeutes, mais aussi ceux qui s'occupent des plantes comme vous. Donc, c'est Très bien. ça, on a vraiment un travail à faire. Oui, on t'entend, hein, Gafa, Avec écho ou sans écho? sans écho. Ok, C'est très parfait. bien. Donc je disais que le message est très bien passé. C'est vrai que donc la prise en charge, comme c'est une maladie chronique, il faut que tout le monde s'asseye autour de la table pour prendre en charge le patient. Mais j'ai quand même l'impression de cette discussion-là que il faut que des psychologues soient impliqués dans la prise en charge parce que arriver pour un médecin qui n'a pas été formé pour cela, qui n'a pas été outillé pour cela et qui n'a aussi pas le temps, c'est pas simple Ouais. la charge de travail est très élevée. Arriver à expliquer la maladie chronique, c'est pas très simple. Le patient, peut-être le patient gourmanché à qui vous dites que le rein est mort, c'est pas la même chose que si vous dites ça à quelqu'un qui vient d'une autre culture. Parce que voilà. Donc je veux dire que il y a vraiment, euh, il faut qu'on se mette ensemble pour mieux communiquer et puis afin que le patient comprenne sa maladie. Et quand il comprend, il devient acteur de sa prise en charge. Sinon, il y a plein de... Voilà, pour lui, la maladie chronique n'existe pas et que vous avez dit que son rein est mort, entre guillemets, pour lui, le tradit praticien devient une alternative. Le tradit praticien, lui aussi, ne comprend pas la maladie rénale. Il pense qu'il peut traiter peut-être de bonne foi. Peut-être que certains ne sont peut-être pas de bonne foi. Et puis voilà, le patient revient avec une insuffisance rénale terminale. Bon, on va continuer, on va progresser dans l'émission. Docteur Sawadgo, vous avez dit qu'il y a des médicaments qui sont néphrotoxiques. Avant d'aller au chapitre suivant dans cette interview, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de médicaments les plus connus euh, pour leur néphrotoxicité. Et puis j'ai reçu une question lorsque j'ai partagé l'affiche de cette émission-là. Une tante qui me demande est-ce que l'ibuprofène peut entraîner l'insuffisance rénale parce qu'elle en prend beaucoup pour des douleurs et puis on lui a dit que ça peut aboutir à l'insuffisance rénale. Est-ce que ça c'est vrai? Et puis est-ce que vous pouvez rapidement juste citer les médicaments qui sont les plus néphrotoxiques, surtout dans notre contexte? D'accord. Et merci. Hein, et, comme j'ai dit, et comme vous l'avez dit, il y a des médicaments qui sont néphrotoxiques. C'est-à-dire, il y a des médicaments, toute la classe, c'est-à-dire la classe de médicaments est néphrotoxique. Par exemple, vous avez cité l'ibuprofène, mais là, c'est une spécialité. Mais toute la classe, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle Les les anti-inflammatoires non stéroïdiens. anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc ibuprofène, diclofénac, profénil, buprofénide, tout ça,
ce sont des médicaments qui peuvent entraîner une insuffisance rénale. Mais c'est dans la plus chronique, quand on prend plusieurs fois à des doses élevées, sans prescription médicale surtout, ça peut entraîner à la longue une maladie rénale chronique qui peut évoluer vers une insuffisance rénale chronique. Aussi, il y a des médicaments qu'on prend très souvent, c'est qu'on appelle les antibiotiques. Il y a certains antibiotiques qui sont particulièrement néphrotoxiques, notamment la gentamicine par exemple, est très néphrotoxique. Mais Donc, elle pour est certains administrée cas, obligatoirement à l'hôpital, n'est-ce pas? Le oui, patient, ça normal, c'est contrôlé. OK? c'est contrôlé, mais il y a certains antibiotiques qui sont malheureusement vendus comme ça, sans ordonnance, soit même, parfois même en pharmacie, hein, sans ordonnance, et surtout dans notre contexte, c'est ce qu'on appelle les médicaments de la rue, où c'est vendu hors officine, donc le malade peut prendre. Donc, certains antibiotiques peuvent donner des maladies rénales, mais aussi il y a d'autres types de médicaments dont les malades n'ont même pas forcément accès, hein. Ce sont des médicaments qui sont administrés à l'hôpital, mais c'est malheureusement néphrotoxique. Et même quand on prend des précautions, il peut arriver quand même quelques cas d'accident où on a des médicaments qui peuvent causer des problèmes rénaux. C'est par exemple le cas des maladies, ce qu'on appelle la chimiothérapie. Ce sont des médicaments qui agressent particulièrement le rein. Bien sûr. Donc, pour ces médicaments-là, pour commencer le traitement, il faut faire d'abord un bilan pour savoir si le malade a ou non une maladie rénale et adapter les médicaments en fonction de son état rénal. Donc, OK. mais les médicaments qu'on prend, les patients prennent de façon large et qui peuvent entraîner les problèmes rénaux, c'est surtout les anti-inflammatoires, mais aussi les diurétiques, ce qu'on appelle OK. le furosémide. Certains antihypertenseurs aussi, s'ils ne sont pas convenablement pris, peuvent entraîner des problèmes rénaux. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on appelle les bloqueurs du système rénine-angiotensine, comme OK. de façon large pour tout le monde. Non. Mais pour certains patients, le mécanisme de l'atteinte rénale, c'est comme une allergie. Il y a des médicaments qui ne sont pas néphrotoxiques pour tout le monde, mais pour certaines personnes, dès qu'ils le prennent, ça va entraîner un problème. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment être prudent et il faut vraiment bannir l'automédication. Non, on vous entend pas, docteur Sanou. On vous entend pas. Non, on n'entend pas. Ouais, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. A priori? Ouais, je disais a priori, je n'ai pas connaissance d'une étude scientifique qui a analysé l'impact de certains médicaments bien connus, bien utilisés dans la population, comme le diclofénac, comme l'ibuprofène, comme certains médicaments autres toxiques dont Dr Savadogo a parlé. Je n'ai pas connaissance OK. d'une étude scientifique. Au Il y Burkina. a, il y a probablement des situations qui nous ont fait croire ou qui se sont avérées être donc des situations réelles dont la cause de l'insuffisance est donc à l'utilisation de certains de ces médicaments-là. Bon, on le fait OK. par Mais non exemple, documenté. l'exemple que je cite actuellement. Oui, est-ce que Non, vous je disais mais non m'entendez? documenté dans le cadre d'une publication. Oui, non, pas documenté. Pas du tout OK. documenté, je n'en ai pas connaissance. C'est juste des vécus quotidiens. Par exemple, les travailleurs des sites d'orpaillage qui utilisent certains médicaments assez nephrotoxiques dont Dr Savadogo a parlé tout de suite, le diclofénac, l'ibuprofène, le tramadol, donc qui sont beaucoup utilisés de façon... OK, très bien. Merci beaucoup. Si vous permettez, oui, si vous permettez, nous allons passer au chapitre suivant, diagnostic. Est-ce que peut-être, docteur Sanou, vous pouvez nous dire très simplement comment est-ce que vous posez le diagnostic? On a bien compris quand on a discuté de la physiopathologie, mais est-ce que vous pouvez nous dire concrètement c'est quoi la protéinurie pour que le patient comprenne quelle est la limite et puis pourquoi est-ce que c'est ça vous surveillez? C'est quoi la créatinémie? La protéinurie, docteur Sawadou a un peu expliqué, mais la créatinémie que les patients voient tout le temps sur leur ordonnance, l'acide urique, est-ce que vous pouvez leur expliquer pour que le patient, prochainement, quand vous lui prescrivez, il sache de quoi, ce que vous voulez mesurer? D'accord, il y avait un écho. Hein. Est-ce que tu peux répéter très rapidement la question? Il y avait un écho qui faisait qu'on n'arrivait pas à te comprendre. Non, on ne t'entend pas. C'est bon? Je ne vous entends pas. Oui, ben, maintenant on t'entend. Merci. Donc, pour aller rapidement, Pascal, en parlant des fonctions du rein, a parlé de la fonction d'épuration, c'est-à-dire la fonction qui permet au rein d'éliminer les déchets de l'organisme. Ce qu'on appelle déchets, c'est ce que notre organisme, dans son fonctionnement, a produit, c'est-à-dire le travail de notre organisme, le travail des muscles, produit des déchets. Parmi ces déchets, il y a un qu'on appelle la créatinine.
Mais aussi, il y a les déchets que nous avons consommés, c'est-à-dire tout ce que nous consommons. Après, c'est catabolisé, c'est-à-dire c'est détruit. L'organisme prend ce qui est utile et élimine le reste à travers le rein. La créatinine, c'est un produit du métabolisme de notre organisme, c'est-à-dire le fonctionnement de nos muscles produit un déchet qui ne sert pas à l'organisme, qui doit être éliminé. Cette créatinine-là est éliminée au niveau du rein. Ok. Donc, ce qui se passe, comme c'est une élimination presque exclusivement rénale, si le rein est malade, il n'arrive pas à éliminer toute la créatinine qui est produite. Cette créatinine se retrouve dans le sang. Donc, quand on fait une prise de sang et qu'on voit que la créatinine, le taux de créatinine est élevé dans l'organisme, on sait que c'est un témoin. C'est-à-dire que le rein, il ne joue pas très bien son rôle. Donc, on sait qu'il est insuffisant. C'est pourquoi la créatinine est un marqueur qui est utilisé pour évaluer le fonctionnement du rein, notamment le fonctionnement, la fonction d'épuration du rein. Donc, schématiquement, la créatinine se produit par nous-mêmes, notre organisme, mais ça devrait être éliminé. Ok, parfait. Ça, c'est bien compris, docteur Savadgo. Et pour l'acide urique? L'acide urique aussi, c'est presque la même chose, hein. L'acide urique aussi, ça provient aussi bien de nous-mêmes dans nos muscles, mais aussi de ce que nous consommons. Donc, plus vous consommez certaines substances, ce qu'on dit les protéines, en particulier la viande, quand vous consommez ces protéines, ça contient beaucoup d'acide urique. Donc, l'organisme absorbe cet acide urique-là que vous avez consommé et donc, dans le sang, ça se retrouve en grande quantité. Mais si vous êtes normo-rénal, c'est-à-dire si votre rein fonctionne normalement, ça c'est la fonction d'homéostasie que Pascal avait dit, le rein va éliminer tout le surplus et garder des concentrations normales dans le sang. Ça vient surtout de ce que vous avez compris. Ok. Et donc, cet acide urique a une certaine concentration dans l'organisme. Mais si le rein il est malade, il ne peut pas tout éliminer, malheureusement. Et s'il ne peut pas tout éliminer, ça va se retrouver en quantité élevée dans l'organisme. Contrairement à la créatinine, l'acide urique, s'il est en concentration très élevée dans l'organisme, il va se déposer ailleurs. Par exemple, dans les articulations, il peut se déposer là-bas et être à l'origine d'une maladie qu'on appelle la goutte. Parce que quand ça se dépose là-bas, ça va se cristalliser, c'est-à-dire ça va former de petits cailloux qui vont se déposer au niveau des articulations et entraîner les douleurs, comme on connaît les douleurs, les crises de goutte. Donc, vous voyez, le problème, c'est que le rein ne peut pas éliminer le surplus il va aller se déposer ailleurs pour provoquer la maladie. C'est pourquoi quand un patient quand on suspecte une maladie rénale ou quand une maladie rénale est confirmée, ça fait partie des éléments que le néphrologue va doser de temps en temps pour voir si la valeur n'est pas très élevée. Et si la Ok. valeur est très élevée, il va prescrire des médicaments pour essayer de baisser ces valeurs. Ok, très bien. Donc, maintenant, on sait pourquoi est-ce que vous prescrivez la créatinémie, l'acide urique. Docteur Sanou Pascal, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement et très simplement qu'est-ce que vous mesurez dans les urines et pourquoi est-ce que vous mesurez ça dans les urines pour suivre la progression Ouais, de ouais, et l'évolution de la justement, maladie? toutes mes excuses pour tout à l'heure, je parlais tout seul en fait. Je me suis rendu compte. A priori, docteur Savadogo Amidou l'a expliqué tout à l'heure, a priori, lorsque le rein filtre le sang au niveau du néphron, dont la première partie des filtrations, ça s'appelle le glomérule, lorsque le rein filtre le sang à ce niveau-là, le glomérule, c'est une sorte de tamis en fait, qui laisse passer certaines choses et qui retient certains éléments. Donc, les éléments retenus sont ceux qui sont bien pour nous, et les éléments pas du tout bien passent à travers donc la membrane de ce glomérule-là, c'est cette sorte de tamis-là. Donc, normalement, à travers ces tamis-là, il y a des choses qui ne passent pas. Je prends par exemple les cellules du sang, le globule rouge. Normalement, ils ne passent pas ou ils passent en très, très faible quantité, voire des traces. Mais normalement, leur taille ne permet pas. Vous avez certains éléments dans notre corps qu'on appelle par exemple les protéines dont la masse est telle qu'ils ne peuvent pas traverser cette barrière. Donc, lorsque le rein devient défaillant, lorsque cette barrière devient défaillante, on retrouve la présence de certains éléments, certaines substances ou certaines cellules dans les urines. On se dit, ah mais non, attention, c'est pas normal que ces éléments-là se soient retrouvés dans les urines. C'est pour ça qu'on prélève les urines de façon précoce, sans même que vous ayez eu ni des facteurs de risque de développer l'insuffisance rénale, ni des symptomatologies, des signes qui prouvent que vous avez une insuffisance rénale. De façon ordinaire, vous venez, on prélève vos urines
on met soit dans une bandelette urinaire, à travers donc dans vos urines, on plonge ça pendant une certaine durée et on fait une lecture pour savoir est-ce qu'il y a des éléments anormaux qui passent dans vos urines. Et à travers ce simple examen-là, on peut savoir si vos reins présentent ce qu'on a dit tout à l'heure, une maladie rénale ou elles ne présentent pas de maladie rénale. Et ça, c'est les éléments de diagnostic les plus précoces et qui sont les plus efficaces quant à la détection de maladies rénales et quant au suivi. Et c'est la même chose qu'on fait en laboratoire également. Lorsqu'on prélève des urines sur 24 heures, non seulement la quantité d'urine émise pendant les 24 heures, c'est important, la quantité, mais aussi la qualité. Donc, on va aller analyser la qualité pour rechercher la présence de substances anormales comme les protéines, les cellules sanguines, mais aussi on peut même rechercher la présence de germes qui peuvent traduire une infection urinaire, une infection qui est en train de se développer, qui peut aussi mettre à jeu le fonctionnement normal du rein. Donc, dans les urines, on peut détecter de façon précoce la présence de certaines substances anormales, la présence anormale de certaines substances qui peuvent nous traduire une souffrance rénale, une maladie rénale chronique qu'on peut tout de suite traiter et suivre. Parfait. Merci beaucoup, docteur Sawadgo. Maintenant, c'est clair et ça nous. On sait pourquoi est-ce que vous dosez pourquoi vous faites certains examens dans le sang et dans les urines. Docteur Sawadgo, j'ai une question de Madame Sandy Kaboré. Rapidement, répondez très rapidement. Elle demande est-ce que les produits de contraste qu'on utilise avant de faire, par exemple, certaines IRM, est-ce que c'est des produits qui sont connus pour leur néphrotoxicité? Est-ce que si on lui administre ça, il y a des risques qu'elle développe une insuffisance rénale? Très rapidement. Oui, bon, vers la fin, je n'ai pas compris, la voix était basse. Mais j'ai Eh, compris que eh, est-ce que les produits, les produits de contraste iodé qu'on utilise quand on fait un scanner sont néphrotoxiques? Oui. Ben, effectivement, c'est connu, hein, ce sont des produits qui sont néphrotoxiques, mais on sait que c'est surtout néphrotoxique quand il y a déjà un problème rénal, tu vois. C'est-à-dire que on sait que ça peut agresser le rein, mais le risque est décuplé quand le malade a déjà un problème rénal. ok, Parce que l'élimination étant rénale, mais si le rein il est déjà malade, c'est-à-dire que ça va stagner pendant longtemps et donc ça va entraîner des problèmes rénaux. Pour faire le scanner, pour injecter le produit de contraste iodé, il faut absolument faire la créatinine pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème rénal avant. ok, S'il y a un problème rénal et que c'est une insuffisance rénale aiguë, si le scanner peut être différé, il est préférable de différer le scanner. Si ça ne peut pas être différé, ben, il faut peser le pour et le contre. Mais avant, il faut prendre le soin de corriger d'éventuels autres facteurs de risque s'il y en a. Si par exemple c'est un patient qui est déshydraté, qui a une infection, mais tout ça, ce sont des facteurs de risque, il ne faut pas en rajouter. Il faut corriger ces facteurs de risque-là avant d'injecter le produit de contraste. Donc, c'est vraiment quand il y a un problème quand il y a une insuffisance rénale que le risque est décuplé. Et dans ce contexte-là, il faut différer le scanner. Tout au moins, il faut corriger les autres facteurs de risque d'atteinte rénale avant d'injecter le produit de contraste iodé s'il est indispensable. Mais sinon, oui, il y a un risque. Et le risque, il est d'autant plus, comme on appelle, imprévisible que le mécanisme est immuno-allergique. C'est-à-dire, tout le monde ne fait ok. pas la Donc, il n'est pas maladie. prévisible, ouais. Voilà, c'est pas prévisible. Il y a certains, dès que vous injectez, ben, il va développer cette insuffisance rénale qui, malheureusement, peut évoluer directement vers une maladie rénale chronique. C'est-à-dire, vous l'injectez, ça entraîne une agression rénale et cette agression rénale est irréversible d'emblée. Donc, c'est malheureusement comme ça, mais c'est vraiment rare. C'est pas très, très fréquent. Surtout si Ok, le malade est normorénal. C'est vraiment ok. rare. Très Quand bien. il est, voilà, quand il a un problème rénal, là, le risque est décuplé. Mais si vous corrigez tous les autres facteurs et aussi vous vous assurez qu'après l'injection du produit de contraste, le malade n'aura pas d'autres facteurs qui vont favoriser le développement de cette altération, de cette agression rénale.
Merci, docteur Sawadgo. C'est clair. Voici qui est clair. Et puis, Madame Kabore Sandy aura sa réponse. Alors, maintenant, nous allons passer au traitement, à la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique, puis avec un accent particulier sur ce qui se fait au Burkina Faso. Docteur Sanou Pascal, c'est quoi le traitement de l'insuffisance rénale chronique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le traitement de l'insuffisance Est-ce que rénale tu me chronique? permets de rebondir sur ce que Amidou vient Bien de dire sûr. en une phrase pour dire, en fait, bon, vu qu'il y a ceux qui nous suivent ou ceux qui vont nous suivre plus tard, c'est pas forcément des gens qui sont dans l'équipe médicale. En fait, souvent, tu es en plein service en tant que néphrologue et puis on t'envoie un bulletin pour te dire le malade est allé pour faire une échographie, enfin un scanner et on demande l'avis d'un néphrologue. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je saisis cette occasion pour dire, en fait, sur un bulletin comme ça, vous ne pouvez pas dire si le produit peut être injecté ou pas. Sinon, la description faite par Dr Sawadogo tout à l'heure, donc ça nous permet d'interpeller sur certaines situations au quotidien. Vous dites, si vous voulez l'avis d'un néphrologue, c'est pas en disant la créate est à 120 ou à 200 que le néphrologue va dire on fait ou on fait pas. Non. Il faut connaître le contexte du malade, la maladie pour laquelle vous, d'ailleurs, vous êtes en train de rechercher la cause. Et ça, c'est très important dans nos pratiques. Alors, comment traiter l'insuffisance rénale? Tout de suite, moi, je dis, je suis un peu décalé quand je le dis, mais je dis le meilleur traitement de l'insuffisance rénale chronique, c'est le diagnostic précoce et la prévention. C'est le meilleur traitement, le traitement le plus efficace. J'aime le dire pourquoi? Parce que le rein, c'est un rein assez, c'est un organe assez spécifique. Hein. Il peut être malade depuis 4 ans, vous ne savez même pas. Donc, si vous attendez qu'on vous mette un traitement pour traiter l'insuffisance rénale chronique, alors qu'on va le découvrir au stade où quasiment il est très détruit, il est peut-être détruit à 90%, voire 95%. Voilà. Donc, le meilleur traitement possible que je puisse recommander face à l'insuffisance rénale chronique, c'est d'abord de ne pas l'avoir. Donc, c'est la prévention, le diagnostic précoce. Alors, prévenir la maladie rénale, c'est se faire dépister chaque année, faire un dépistage systématique chaque année, faire un bilan de santé chaque année pour savoir Ok. comment Docteur fonctionne. Sanou, Bon. dépistage, c'est quoi? C'est créatinémie, n'est-ce pas? Pas besoin Alors, de c'est faire de des... faire des examens de base comme la créatinémie, comme la protéinurie dont j'ai parlé tout à l'heure, les bandelettes urinaires. C'est aussi et surtout contrôler sa pression artérielle et sa glycémie, le taux de sucre dans le sang, et avoir des attitudes qui nous protègent contre la maladie. Parce que si vous avez une hypertension artérielle pour laquelle vous ne savez même pas que vous l'avez, vous pouvez très vite, en plus des complications, donc développer une insuffisance rénale. Donc c'est un peu ça la prévention, c'est prendre en compte toutes ces maladies-là qui peuvent survenir silencieusement. Ok, très bien. Parfois, on entend dire, docteur Sanou, sur la prévention, parfois on entend dire qu'il faut boire beaucoup d'eau. Vrai ou faux? Est-ce que le fait de ne pas boire beaucoup d'eau peut, au final, aboutir à une insuffisance rénale chronique? Vrai ou faux? Absolument, oui. Bon, voilà, la prévention, c'est aussi tout ça, c'est toutes ces attitudes-là qui nous permettent de garder notre organisme en meilleur état, en un état parfait de santé. Donc, boire suffisamment d'eau. A priori, nous recommandons 1,5 litre à 2 litres par jour, mais selon vos activités sportives, selon le climat auquel vous êtes exposé, on peut amener à boire plus que cela n'est recommandé. Donc voilà. Sinon, en moyenne, 1,5 litre à 2 litres par jour, plus lorsqu'on est exposé à un climat assez austère comme en ce moment au Burkina Faso, en Afrique au sud du Sahara. Donc boire suffisamment d'eau, mais ce n'est pas seulement boire de l'eau qui nous protège les reins, c'est éviter de prendre des médicaments qui peuvent nous exposer à la survenue d'insuffisance rénale et se faire On m'a déjà dit dépister. ça. Je vais vous donner un truc par exemple. Il y a plein de gens, quand nous faisons des sensibilisations, des conférences, nous nous posons simplement cette question parfois. On dit, dans la salle, combien de personnes sont d'abord suivies d'avoir deux? Il y a très peu, le plus souvent, qui vous disent, j'ai jamais fait une échographie, je sais même pas si j'ai les deux reins. Donc ça, c'est des attitudes de dépistage, c'est des attitudes de prévention que nous recommandons aux populations. C'est faire dépister, s'assurer même d'abord d'avoir les deux reins, ensuite faire des examens pour savoir qu'on a les deux reins. Ensuite, les protéger au quotidien à travers nos habitudes alimentaires, à travers la boisson, l'eau au quotidien. Ok, Je très pense que vous bien. parlez plutôt du traitement.
Gafa. Oui. Oui, ça c'est le traitement préventif. Maintenant, le traitement médicamenteux, si vous voulez. On a, j'ai envie de dire que lorsque le rein est malade, le traitement fondamental, c'est d'abord la cause de la maladie du rein. Qu'est-ce qui fait que le rein est malade? Le néphrologue, vous verrez que si le patient développe une insuffisance rénale due à une hypertension, vous verrez que le néphrologue sera à 100% concentré sur la gestion, l'équilibre de l'hypertension artérielle, ensuite secondairement sur la protection du rein. Donc, c'est de traiter la cause d'abord de façon efficace. Si c'est une hypertension artérielle équilibrée, mettre tous les médicaments possibles pour équilibrer la tension. Souvent, c'est difficile de se faire comprendre avec d'autres collègues parce que il nous arrive parfois de mettre toutes les classes, par exemple, d'anti-hypertenseurs ou toutes les classes de d'autres traitements en même temps pour stabiliser cette maladie-là qui cause l'insuffisance rénale. Bien évidemment, les complications liées à l'insuffisance rénale sont donc suivies à des traitements spécifiques comme l'anémie par exemple, qui est l'une des complications majeures où nous sommes amenés à compenser cette anémie-là par l'apport de fer acide folique ou alors parfois à transfuser ou alors parfois à mettre certaines thérapeutiques spécifiques comme les érythropoïétines en voie injectable. Et d'autres complications en dehors de l'anémie, il y a la rétention d'eau. Vous avez les défauts d'élimination de l'eau, donc il faut mettre des médicaments pour booster le rein, pour l'amener à éliminer l'excès d'eau qui reste donc dans notre corps. Il existe beaucoup d'autres traitements assez spécifiques que nous mettons en place, mais sachons que le traitement réel de l'insuffisance rénale, c'est de traiter la cause elle-même. Patient diabétique, il faut bien traiter le diabète. Patient hypertendu, il faut bien traiter l'hypertension. Infection urinaire, il faut bien traiter l'infection. Ok. Voilà, votre message fort bien reçu. On peut, docteur Sawadgo, d'après ce que j'ai compris de la réponse de docteur Sawadgo, qu'il y a un traitement qui permet de restaurer la fonction rénale, de restaurer les néphrons, de les régénérer. Voilà, dans ces situations-là, si le malade est convenablement pris en charge, il va guérir. Ce n'est pas les médicaments qui vont faire en sorte que ce qui était détruit au niveau du rein soit régénéré, mais c'est le rein même qui a cette capacité-là. Par exemple, les tubules, lorsqu'il se nécrose, lorsqu'il meurt, et lorsque le phénomène qui a entraîné cette nécrose-là cesse, les cellules vont se régénérer et le rein il va retrouver sa fonction initiale. Donc ça, c'est ce qui concerne l'insuffisance rénale aiguë. Mais il y a ce qu'on appelle aussi insuffisance rénale chronique, qui est l'évolution d'une maladie rénale chronique, qui, elle, est irréversible. Et pour le traitement de l'insuffisance rénale qui est irréversible, Pascal l'a très bien expliqué dans les détails, il y a le traitement préventif, là où il a dit qu'il faut faire le bilan, il faut boire beaucoup d'eau, la quantité d'eau voilà, doit être suffisante et adaptée à tes activités physiques. Donc, il y a le traitement préventif et le traitement curatif. Donc, le traitement curatif, il est déjà malade, il n'est pas question de prévention, mais de soigner le malade. Et ce traitement curatif est subdivisé encore en traitement étiologique, c'est-à-dire en traitement de la cause, et en traitement des symptômes, c'est-à-dire les conséquences de l'insuffisance rénale lui-même. Et ce traitement des conséquences de l'insuffisance rénale-là, il y a le traitement des complications, c'est-à-dire Pascal a parlé d'anémie, Pascal a parlé de troubles, manque de calcium. Donc, on va corriger toutes ces complications-là. Mais aussi, on va suppléer le rein, ce qu'on appelle le traitement de suppléance rénale, c'est-à-dire remplacer le rein, faire ce que le rein devrait faire par autre chose. C'est ce qu'on appelle le traitement de suppléance rénale qui inclut l'hémodialyse, la dialyse péritonéale et la transplantation. Ok. Voilà, donc voilà comment ça se On va revenir bien sûr sur la dialyse, ça vous y attendez. Que j'ai bien compris qu'il n'y a pas de traitement qui permette, dans l'insuffisance rénale chronique qui est installée, il n'y a pas de traitement qui permet de régénérer les néphrons et donc de retrouver la fonction. On est d'accord. Les traitements, c'est de traiter l'étiologie et puis de traiter les complications. Pas? C'est ça. Ok. Cela veut dire que les patients qui ont une insuffisance rénale que vous suivez, la créatinine ne peut pas s'améliorer. Il n'arrive pas que la créatinine s'améliore. Même si vous traitez l'étiologie, elle ne va jamais s'améliorer. Elle peut se stabiliser, mais jamais s'améliorer, n'est-ce pas?
Oui, mais il faut être, bon, de façon générale, on dirait oui, mais il faut être un peu subtil parce qu'il y a ce qu'on a l'habitude d'appeler une agression aiguë sur une insuffisance rénale chronique. Par Ok, exemple, quand vous oui, prenez oui. un malade qui a une insuffisance rénale chronique avec une créatinine de base qui est à 200, étant donné que c'est sa créatinine de base, elle ne descend plus. Elle peut varier légèrement, mais elle tournera toujours autour. Ce malade-là peut faire un paludisme et Ok, avoir une insuffisance rénale aiguë et sa créatinine va passer de 200 à 400, voire 500. Si vous traitez son paludisme et vous arrêtez l'agression, ben, la créatinine va revenir à sa créatinine de base qui est à 400. Vous 200. comprenez? Voilà. Mais ça ne veut pas dire que l'insuffisance rénale chronique s'est améliorée. Non, elle est restée stable. Stable. Ok, Donc la très bien créatinine peut compris. varier en fonction de certaines situations, mais la maladie rénale, elle ne régresse pas de stade. Si votre maladie Ok, rénale est au stade 2, ben, vous ne revenez plus au stade 1. ok, très bien. Ça, Voilà. c'est bien compris et c'est clair. Docteur Sanou, vous qui... Oui, Mais c'est docteur justement Sanou, je ça, souhaite que... en fait, la définition de l'insuffisance rénale chronique ou la population de néphrons, ça j'aime le dire, la population des cellules du rein que vous perdez, vous les récupérez plus. J'aime un peu faire le comparatif avec les cellules du cerveau. Sinon, on n'allait jamais vieillir, on allait rester jeune à vie. Donc, les populations de cellules que vous perdez dans le néphron, dans les reins, là, qu'on appelle les néphrons, vous les perdez et vous les récupérez plus. Mais une situation récente peut arriver, comme Amidou l'a dit, où vous mettez en souffrance certains néphrons, mais vous les perdez pas entièrement. Donc, si cette situation est traitée efficacement et à temps, vous revenez à votre population initiale, qui est le level, le niveau de votre insuffisance rénale chronique que nous suivons. Ok, parfait. Non, ça, c'est bien compris. Alors, docteur Sanou, je veux qu'on revienne sur la transplantation. C'est quoi la transplantation? Pardon, sur la dialyse, l'hémodialyse. Je pense qu'au Burkina, c'est l'hémodialyse qu'on pratique. On est d'accord. On fait pas de... C'est l'hémodialyse. Donc, on va se focaliser sur l'hémodialyse. C'est quoi l'hémodialyse? Qu'est-ce que les machines la font? Et puis, il y a des patients qui se disent qui doutent de ce que ces machines-là font, qui pensent que ça peut être toxique ou que ça fait que la personne ne guérit pas. Qu'est-ce que vous leur dites? Tu m'as donné tellement d'espoir en parlant premièrement de transplantation. C'est tellement le rêve d'un néphrologue que la transplantation existe dans son pays. Mais on y reviendra. Alors, la dialyse, Oui, comme on aime le définir, chez nous ici, les gens disent la dialyse, c'est là où on lave l'eau. Le sang. Donc, en Jula même, ils disent Joli Koyoro, Zima Pekri. En fait, la dialyse, c'est l'alternative thérapeutique, c'est-à-dire c'est la solution de traitement qui existe dans l'insuffisance rénale chronique, puisque c'est de ça qu'on parle, au stade où les traitements, les médicaments n'arrivent plus à freiner ou alors à juguler les complications liées à l'insuffisance rénale. Donc, avant, on pensait qu'il fallait dialyser les gens à partir du stade 5. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez moins de 15% de la population de néphrons qui existe. Mais on s'est rendu compte que dialyser systématiquement parce qu'on a un stade 5 n'était pas la solution. On dialyse maintenant lorsque vous avez une intolérance de certaines complications de la maladie elle-même. Donc la dialyse va faire sur les trois fonctions. on a perdu Pascal. Amidou, est-ce que tu peux continuer? Il Oui. expliquait c'est quoi l'hémodialyse. Oui. Et oui, je vais continuer. Apparemment, il a un souci avec la connexion. Ah oui, vous m'entendez? Ok, c'est bon, vas-y. Ah oui. Donc la dialyse, elle va s'occuper de deux fonctions essentiellement sur les trois fonctions du rein. Elle va permettre d'éliminer les déchets et elle va permettre d'enlever l'excès d'eau dans l'organisme. Puisque au stade Ok, terminal, au stade 5, là, le rein ne filtre plus suffisamment, donc il n'élimine pas les déchets, il n'élimine pas l'excès d'eau. Donc voilà un peu cette thérapeutique-là qui va permettre aux malades de pouvoir se débarrasser de ces déchets. Et de façon classique, de façon descriptive, il s'agit de disposer d'une machine qu'on appelle le générateur de dialyse, disposé dans un centre de dialyse où le malade est installé pour une certaine durée, 4 heures parfois en chronique ou moins, ou plus dans certaines circonstances, au cours de laquelle il est connecté sur un réseau euh, avec la machine où le sang passe du malade de façon continue à la machine, mais spécifiquement au niveau de la machine,
a un élément que nous on appelle le rein artificiel qui est connecté à la machine où il y a une circulation du sang du malade, ensuite le retour vers le malade. Et cette circulation se fait en fait en sens inverse avec un liquide que nous avons produit en interne dans le centre de dialyse qui, la composition de ces liquides-là est proche ou alors similaire à la composition d'un sang en bonne santé, d'une personne en bonne santé qui a un sang normal. Donc, ce liquide-là fait une circulation inverse avec le sang du malade. Et c'est lors de cette circulation inverse entre le sang du malade et ces liquides préfabriqués par nous, par la machine, que c'est fait. Donc, les déchets du malade vont aller vers le côté inverse et le malade va recevoir les éléments qui sont importants, qui viennent du sang propre là, du liquide propre que nous avons simulé, dont la composition est faite et connue. Et donc, c'est au cours de cet échange-là, ces passages qui se fait à travers cet organe qu'on appelle le rein artificiel, c'est ce circuit-là pendant 4 heures ou plus ou moins selon le malade, qui consiste donc à l'acte de la dialyse. Ok, de l'hémodialyse. Est-ce que entre les deux substances que vous avez parlé, il y a un filtre et puis il y a un phénomène d'osmose? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Je veux vraiment que Alors, les patients puissent c'est comprendre. vrai, si on le décrit de façon technique, il y a par exemple le rein artificiel comme ça, mais à l'intérieur, il y a un système de membranes. Des membranes comme ceux que Ok, j'ai décrits à l'intérieur du rein là. Ces membranes-là ont une ok, composition similaire à celle qui est contenue dans le rein que j'appelais le glomérule. Donc, au cours de ce passage, ces membranes, qui sont des sortes de tamis, laissent circuler les échanges en fonction de la pression qu'il y a d'un côté ou de l'autre, mais aussi en fonction des déchets qu'il y a d'un côté ou d'un autre. Il y a un phénomène qu'on nous a appris depuis la classe des quatrièmes, je sais que certains s'en souviennent, qui s'appelle l'osmose, où on dit ok. les échanges se font du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, où les déchets du malade qui sont concentrés dans son sang, donc le milieu le plus concentré, les déchets vont aller vers le milieu le moins concentré, qui est le milieu, le liquide qui est préfabriqué et qui circule en sens inverse avec le sang du malade qui contient les déchets. Il Docteur y a un Sow, nous problème semble de avoir des connexion problèmes encore. de connexion. Donc, il Alors, docteur était. Sawadgo, il expliquait comment est-ce que la filtration se fait. Alors, je vous pose une question très rapide et un peu provocatrice. Est-ce que le liquide dont il parlait, le liquide qui est préfabriqué là, où est-ce qu'il est préfabriqué? Est-il préfabriqué en Europe, en Chine? Et puis, est-ce qu'il correspond à la composition de notre sang? Je pose une question très bête et très naïve. Est-ce que vous pouvez rassurer nos patients là-dessus? Vous pouvez commenter là-dessus? D'accord. En fait, en réalité, le liquide dont il parle, c'est une association de solutions. Il y a Mhm. ce qu'on appelle de l'eau traitée, ce qu'on appelle l'eau de dialyse, qui est traitée in situ, qui est traitée sur place à partir de l'eau de ville, l'eau de fourrage ou l'eau de l'ODA dans notre contexte. Donc, on a des installations dans les centres de dialyse qu'on appelle des unités de traitement d'eau. Ce sont des installations qui sont assez lourdes et qui sont assez performantes, qui vont éliminer tous les micro-organismes et toutes les substances minérales qui sont contenues dans l'eau pour avoir de l'eau ultra pure. Ça, c'est très Distillé, c'est important ça? parce que, Mhm. comme Pascal l'a dit, c'est de l'eau qui va être en contact avec le sang. C'est cette eau-là qui va échanger les ions et les déchets avec le sang à travers ce qu'on appelle le rein artificiel qui mime la barrière de filtration glomérulaire. Donc, on Ok. prépare une grande quantité d'eau. En moyenne, ça fait 120 litres, 180 litres d'eau par séance de dialyse. Une séance qui dure en moyenne 4 heures. Donc, c'est beaucoup d'eau. Cette eau traitée-là, mélangée à des solutions qu'on adapte directement à la machine de dialyse, va être en contact avec le sang du malade à travers un tamis qu'on appelle le rein artificiel. Et les échanges vont se faire entre cette eau ultra pure et le sang du malade. Le sang du malade contenant les déchets, ces déchets-là vont diffuser à travers la membrane pour rentrer dans l'eau traitée qui sera éliminée au fur et à mesure que la dialyse se passe. Et c'est pourquoi on a besoin d'une grande quantité d'eau pour pouvoir mettre en contact régulièrement de l'eau ultra pure avec le sang.
Ok, très bien. Alors, docteur Salou Pascal, on vous avait perdu, donc le docteur Sawadgo a terminé votre explication. Je vous pose rapidement une question. Comment est-ce qu'on s'assure que lors du filtrage, les éléments importants du sang, par exemple les sels minéraux, les vitamines, ne partent pas de l'autre côté, ne soient pas amenés avec l'eau de lavage? Simplement parce que leur composition est déjà connue, leurs caractéristiques sont connues, et c'est en fonction de leurs caractéristiques que cette membrane-là, cet tamis-là est conçu pour laisser passer que certaines substances et ne pas laisser passer d'autres. Ok, non, c'est bon, c'est compris. Non, c'est bon, vous avez répondu à la question. Voilà, en fait, pour ajouter, en fait, il a dit la membrane est conçue de sorte à faire ce qu'on veut, c'est-à-dire à laisser passer ce qu'on veut laisser passer et à ne pas laisser passer d'autres. Mais c'est parfois, ça dépend d'autres paramètres, comme la taille de l'élément filtré. Donc, si la taille est trop petite, ça va passer, ça va diffuser librement à travers la membrane. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait une contraction égale entre le liquide et le sang du malade. Là, il n'y aura plus de chance parce que la concentration est égale de part et d'autre de la membrane. C'est pourquoi l'eau est traitée préalablement. Quand on dit traiter préalablement, c'est-à-dire on élimine tout ce qui est déchets, mais aussi on équilibre un certain nombre de la concentration d'un certain nombre de substances pour qu'il n'y ait pas d'interaction avec le sang. Ok, très bien, c'est bien compris, c'est clair. Alors, rapidement, Pascal, très rapidement, quels sont les risques de l'hémodialyse? Quand un patient est en dialyse, quels sont les risques et qu'est-ce que vous surveillez? Qu'est-ce qui peut survenir? Vraiment très Alors, rapidement. chez Parce un que, patient hémodialysé chronique, il y a effectivement des risques sur le long terme. Mhm. Comme je le disais tout à l'heure, le rein n'assure que deux fonctions, enfin, la dialyse n'assure que deux fonctions essentielles du rein sur les trois. Donc, il y a la troisième fonction du rein qui est qui consiste aux fonctions endocrines qui vont devoir être compensées toujours par les médicaments et par certains dispositifs assez spécifiques, comme par exemple les apports en érythropoïétine. Sinon, vous allez avoir le premier risque, la première complication, ça va être l'anémie avec un taux d'hémoglobine qui va baisser. L'anémie, c'est très simple, hein, c'est ce qu'on dit lorsque vous avez les yeux qui paraissent trop pâles. Et lorsqu'on fait un dosage à la numération, on voit que votre taux d'hémoglobine est très bas. Donc voilà, il y a l'anémie, l'une des complications à gérer en apportant donc de l'érythropoïétine et parfois du fer acide folique. Et il y a aussi les autres complications qui ne sont pas prises en charge par l'hémodialyse elle-même, donc notamment la maîtrise de la pression artérielle. Comme vous le savez, le rein participant à la régulation de la pression artérielle, en hémodialyse, au stade terminal, il y aura un déficit de contrôle de la pression artérielle, surtout lorsque vos séances de dialyse ne sont pas optimales, comme ça peut se voir aussi dans certains pays. Donc, on est obligé de compenser par des traitements médicamenteux, sinon la complication qui survient, c'est l'hypertension artérielle. Il y a d'autres complications sur le long terme qui sont donc notre véritable redoute en dialyse, qui sont des complications sur certains éléments, certains micro-éléments, notamment certains électrolytes comme le calcium, le phosphore, et qui, sur le long terme, leurs complications vont avoir une répercussion sur l'état de santé. La première complication qu'on redoute sur une dialyse de 5, 10, 15, 20 ans, c'est ce que nous appelons l'ostéodystrophie. En fait, c'est une complication qui consiste à voir que les os se fragilisent, donc vous allez constater parfois des déformations. Il y a des dépôts de certaines substances au niveau des articulations, au niveau du tissu sous la peau et tout, qui sont des complications qui surviennent sur le long terme. Mais ces complications sont beaucoup plus en lien soit avec la qualité même des séances de dialyse, soit avec donc la qualité. Qui parle de qualité dira par exemple dans certaines circonstances on arrive à dialyser les patients 3 fois par semaine, alors que dans nos conditions comme chez nous, pas la possibilité d'avoir 3 séances par semaine. Vous imaginez donc sur 10 ans, 15 ans, certaines complications peuvent s'installer parce qu'en ce moment, vous n'avez pas fait une épuration optimale de tous les déchets qui normalement sont éliminés par le rein, mais qui n'arrivent pas à être correctement éliminés par la dialyse elle-même. Donc, ces complications-là sur le long terme existent. Mais sinon, ce qu'il faut regarder, c'est le bien-être du malade au moment où on lui apporte cette thérapeutique-là.
pour le mettre au meilleur de sa forme possible, pour lui permettre d'être socialement actif et professionnellement présent. Je pense que c'est le plus important, Ok, surtout dans la dialyse. très bien. Alors, docteur Savadgo, on est vraiment pris par le temps. Rapidement, c'est quoi le coût de la dialyse au Burkina? Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer à combien coûte une dialyse au Burkina? Quand je dis coûte une dialyse, je ne parle pas de la séance, mais je parle vraiment de la prise en charge holistique. Oui, effectivement, c'est très important hein, de distinguer le coût de la dialyse et Oui, puis la prise en charge holistique. Parce que quand on dit le coût de la dialyse pour l'insuffisance rénale chronique, le forfait était ramené à zéro il y a un peu plus d'une année. C'est-à-dire que le malade qui devrait bénéficier de la dialyse devait payer 500 000 francs pour avoir accès à l'hémodialyse. Maintenant, ça a été annulé, donc les malades ne paient pas pour entrer en dialyse. Mais comme Pascal l'a dit, quand un malade est en dialyse, la dialyse ne corrige pas toutes les fonctions du rein. Et donc, il y a certaines fonctions qui doivent être continuées à corriger par des médicaments. En plus, il y a des complications qu'il faut prévenir, complications à long terme qu'il faut prévenir. Et donc, ça, c'est à la charge du malade. Et il y a pas un coût fixe qu'on peut fixer, mais c'est par malade. Par exemple, pour certains patients, il va payer des antihypertenseurs, il va payer des médicaments contre son diabète, et ça, c'est en fonction de l'étiologie de la maladie. Pour, de façon générale, pour tous les malades, ils vont être sous un traitement anti-anémique, donc le fer plus l'acide folique, l'érythropoïétine, qui parfois, dans notre contexte, est insuffisante, c'est-à-dire la dotation est insuffisante. Donc, le malade parfois est obligé de payer certains médicaments lui-même pour ajouter. Il y a un certain nombre de médicaments qu'il doit payer actuellement. Sinon, le forfait de la dialyse, c'est gratuit pour l'insuffisance rénale chronique. Mais en plus de ce coût-là, il faut ajouter le transport et il faut ajouter le fait que le malade il ne peut pas travailler ses jours de dialyse. Donc, ça fait 2 fois par semaine dans notre contexte. Idéalement, il faut 3 fois par semaine, mais nous faisons, pour des raisons évidentes, nous faisons 2 fois par semaine. Donc, pendant ces 2 jours, le malade ne peut pas travailler. Donc, tout ça, ça pèse, ça alourdit le coût de la maladie. Et sans oublier que le malade, il est parfois pas autonome et donc il est assisté par les membres de sa famille. Tout ça, ben, celui qui l'assiste aussi ne peut pas travailler, donc ça fait quand même un manque à gagner. Donc, généralement, les patients qu'on a en dialyse, et ils ont très souvent besoin d'aide, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne peuvent pas se prendre en charge. C'est pour dire que le coût de la maladie rénale est très élevé et n'est pas supportable par le malade lui-même. Donc, il faut qu'il ait de l'aide de sa famille ou bien l'aide d'un tierce. Donc, ok. c'est vraiment, ça pèse vraiment sur les patients. Ok, non, c'est très bien compris. Alors, docteur Savadgo, dit, quand nous on faisait médecine, on nous a appris que la dialyse dans l'insuffisance rénale chronique est un traitement d'attente et que le traitement définitif, c'est la transplantation rénale. Est-ce que vous pouvez nous parler de la transplantation rénale? C'est quoi? Est-ce que c'est disponible au Burkina? Et je voyais dans le chat, dans les questions sur YouTube, à quand la première transplantation rénale au Burkina Faso? J'ai une idée, j'ai ma petite idée, mais je vous la pose quand même. Vous avez raison, Pascal. Et Pascal Gaffard, vous avez raison parce que la dialyse, on vous a dit, hein, ça coûte cher, c'est très contraignant et il y a des complications. Donc, c'est vraiment un traitement d'attente. Idéalement, si la greffe rénale est possible, il faut aller vite à la greffe rénale parce que les complications ne sont pas aussi fréquentes. Les complications à long terme sont pas aussi fréquentes que l'hémodialyse et aussi, ça améliore la qualité de vie du malade. Voilà, donc c'est le meilleur traitement de l'insuffisance rénale chronique s'il est réalisable. Et ça consiste à prélever un rein sain chez un malade, chez un sujet, pour donner à un malade qui est en insuffisance rénale chronique terminale, en hémodialyse ou non. C'est-à-dire que le malade n'est pas obligé de passer par l'hémodialyse avant de faire la greffe rénale. S'il a une insuffisance rénale chronique terminale, mais vous pouvez déjà le greffer. Donc, c'est en cela que ça consiste la transplantation rénale. C'est un sujet sain qui va être donneur de rein. Et s'il donne un rein, ben, on explique les risques au donneur, mais on lui assure qu'on peut vivre normalement avec un rein, un seul rein, sans problème. C'est pourquoi d'ailleurs, on encourage les gens qui sont sains à donner. Et parce que quand on donne, ça ne veut pas dire qu'on est automatiquement, on va avoir automatiquement une insuffisance rénale. Les gens ont peur, non, on peut vivre normalement avec un seul rein. Donc, le malade, il donne, on s'assure
et les deux sont compatibles. Et s'ils sont compatibles, ils peuvent être greffés. Donc, on enlève le rein du donneur et on greffe au receveur. Lui, il a un seul rein qui, normalement, va pouvoir travailler et il n'aura plus, son nouveau rein va jouer toutes les fonctions que ces deux reins jouaient. Donc, on n'aura plus besoin d'un certain nombre de traitements. Ce dont on aura besoin, c'est un traitement, ce qu'on appelle les traitements anti-rejet. Étant donné que le corps va considérer que c'est un corps étranger, il faut lui prescrire des médicaments qui empêchent son système immunitaire de rejeter le nouveau rein. Voilà, c'est en cela que consiste la greffe La greffe. rénale. Ok. Pour la question à quand la greffe rénale. D'abord, docteur Savadgo, est-ce que vous pouvez nous expliquer pendant combien de temps est-ce que le traitement contre le rejet de la greffe, pour que l'immunosuppression est effectuée? Pendant combien de temps? Est-ce c'est à vie ou c'est juste pendant une période critique? Non, le traitement varie. C'est-à-dire, ce n'est pas le même traitement que le malade prend pendant toute la durée où il a le greffon. Au début, il aura un traitement plus intensif. Voilà, pour d'abord sensibiliser son organisme à accepter le rein. Ensuite, pendant le premier mois de greffe, il aura un traitement très intensif ou beaucoup de médicaments, parfois des médicaments injectables. Et ensuite, en fonction de la compatibilité entre le donneur et le receveur, le malade va utiliser ou non beaucoup de médicaments. Mais généralement, les malades utilisent une faible quantité, une faible dose de traitement immunosuppresseur qui va garder pratiquement toute la durée de vie du greffon. Voilà. Donc, mais c'est en fonction de la compatibilité entre donneur et receveur. Habituellement, la durée de vie du greffon est égale à la durée de vie du sujet, ou est-ce que le greffon a une durée de vie inférieure? Parce que je vois dans la littérature écrit durée de vie du greffon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et idéalement, si le rein est de qualité et le traitement est bien pris, le greffon peut survivre toute la durée de vie du malade. Ok. Donc, pas mais besoin pour certaines de raisons, voilà. Mais pour certaines raisons, il peut y avoir des problèmes, des complications où le rein natif va lui-même avoir une insuffisance rénale qui va évoluer vers une destruction complète du greffon et donc le malade va perdre le greffon. Donc là, c'est où la durée de vie du greffon est plus courte que la durée de vie du malade. Et donc le malade, on garde les deux reins, on ajoute pour en faire un troisième. On ne remplace pas un rein, on ne supprime pas les deux autres, mais on ajoute un troisième rein. Exactement. Ok, très bien. On ajoute un troisième rein, on n'enlève pas les deux reins, ça va être plus compliqué, il faut aller couper, sauf s'il y a un problème. C'est-à-dire que les anciens reins peuvent avoir un problème, c'est-à-dire qu'il y a un problème infectieux, c'est-à-dire qu'ils sont devenus gros, donc on profite de l'intervention pour les enlever. Mais sinon, s'ils n'ont pas de problème, on les laisse. Ok, donc c'est bien clair. Et à quand la première transplantation rénale? Et pour la première transplantation rénale, bon, ça, il faut dire quand même qu'il y a vraiment des efforts qui sont faits pour que ce soit une réalité au Burkina Faso. Tout est en train d'être mis en œuvre. D'ailleurs, on pensait qu'on allait pouvoir le faire en décembre 2024. Pour des raisons techniques, ça n'a pas été possible. Les équipes sont en train de s'atteler. Les politiques sont vraiment en train de s'atteler aussi. Donc, je pense qu'en 2020. Ok, mais voilà qui termine cette émission sur une note extrêmement positive, mais extrêmement positive si on peut avoir la transplantation rénale au Burkina. Alors, ça fait 2 heures que je vous ai, Dr Sanou, Dr Savadgo. Il est temps de clôturer l'émission. Je vais demander vos derniers mots. Dr Sanou, quel message fort vous adressez aux populations burkinabées et aussi aux patients qui souffrent d'insuffisance rénale chronique? Je pense que mon message, je vais le marquer sur le dernier point de l'échange, sur la transplantation, sur laquelle je n'ai pas pu réagir malheureusement pour les questions techniques. Je dirais que la transplantation, pour moi, c'est vraiment l'espoir qu'on a face à la maladie rénale, surtout chez nous. Quand on regarde ces populations qui sont au stade terminal de l'insuffisance rénale, qui sont jeunes, qui sont toujours en activité, l'espoir réel reste justement la transplantation rénale. C'est un peu aussi la problématique même de la dialyse où il faut pas mettre tous les moyens pour dialyser, pour amener des gens en dialyse de façon continue, sans une issue qui serait probablement la transplantation rénale. C'est pour ça, personnellement, je plaide pour cette thérapeutique-là.
Et j'espère, comme Amidou l'a dit, que cette année, nous arriverons de façon effective à mettre en place la transplantation rénale dans notre pays pour soulager donc tous ces malades-là et toutes ces familles-là dont les patients sont obligés de venir 2, 3 fois par semaine. Pour dire, la maladie rénale, pour moi, ce n'est pas la catastrophe qui est réellement en santé. La catastrophe de la maladie rénale chez nous, c'est peut-être le retard de diagnostic, le manque de suivi des maladies chroniques et la question de la prévention chez nous. Et donc, c'est pour ça que je termine en disant, si nous ne voulons pas que le rein et la maladie rénale continuent d'être des catastrophes chez nous, la solution réelle, elle est simple, c'est se faire dépister, c'est de mettre en place des mesures de prévention dont nous avons parlé dans cette émission. Je voudrais vous remercier Amidou, remercier toi Gafar et toute ton équipe pour cet échange-là. Et espérons que le message reste le même, traquer la maladie rénale partout où elle se trouve et améliorer la santé rénale dans notre condition. Merci. Écoutez, docteur Sawadgo, quel est votre mot à l'endroit des patients, de leurs accompagnants et des autorités? Merci Gafar. À terminer, je dirais aux malades qu'on a dit ici que la maladie rénale est très fréquente. C'est une maladie qui est grave, la prise en charge est très coûteuse et difficile. Donc, mais on a dit la solution, c'est le dépistage. Parce que si la maladie est connue tôt, la prise en charge n'est pas compliquée et on peut ralentir la progression vers l'insuffisance rénale terminale. Donc, je vais inviter les gens à faire un dépistage, c'est-à-dire à dépister la maladie rénale, tout le monde, tous les adultes en général, mais en particulier pour certaines catégories de personnes qu'on a citées ici, notamment les sujets âgés, ceux qui ont déjà une maladie chronique connue comme le diabète, l'hypertension, les maladies infectieuses chroniques. Donc, pour ces malades, il est vraiment important de dépister la maladie rénale et de consulter assez rapidement parce qu'elle a dit qu'un des problèmes dans notre contexte, c'est les complications tardives. Et donc, il faut consulter rapidement quand il y a un problème rénal. C'est vraiment à ce prix-là qu'on va pouvoir réduire la prévalence et les comorbidités de la maladie rénale chronique. Et pour finir, je te remercie de nous avoir invités pour pouvoir parler de cette maladie rénale et aussi remercier Pascal d'avoir contribué aussi à cette émission de sensibilisation à l'endroit de la population sur la maladie rénale et à inviter toute la population à soutenir les plus vulnérables. Les plus vulnérables ici, ce sont bien sûr les malades, surtout ceux qui sont en insuffisance rénale chronique et ceux qui sont en hémodialyse en particulier. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à ceux qui nous ont suivis maintenant et dans le futur. Je mettrai les liens de l'association de Pascal Rinté dans la barre de description ainsi que sa page Mardi Néphron pour que vous puissiez suivre Dr Sanou Pascal dans sa lutte contre la maladie rénale. Je remercie Dr Sawadgo pour les explications que vous avez données aujourd'hui. J'espère que cette émission sera utile aux patients et qu'ils comprendront c'est quoi la maladie rénale, de quoi ils souffrent et qu'ils seront plus est-ce qu'ils vont adhérer de façon plus forte au traitement parce qu'ils auront compris de quoi ils souffrent. Et aussi, je suis content qu'on ait terminé cette émission sur une note d'espoir, sur l'espoir que cette année, on voit enfin la première greffe rénale réalisée au Burkina Faso et qui sera suivie d'une greffe rénale un peu partout dans les grands hôpitaux pour que nos patients ne restent pas indéfiniment dans la dialyse qui est pour le moment perçue comme qui est pour la plupart des patients un traitement à vie alors que ça ne devrait pas être le cas pour des raisons, les raisons de santé, pour des raisons économiques, pour qu'ils puissent retourner à une vie active normale. Et pour toutes ces raisons-là, je mets de tous mes voeux que la transplantation puisse être une réalité au Burkina. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos contributions. Très belle soirée. Oui. Alors les gars, ne coupez pas. Vous pouvez vaquer à vos occupations, fermer les caméras, mais laissez que ça charge à 100%. Par exemple, moi, je suis à 75%. En haut, là, c'est écrit. Voilà, j'avais oublié de vous dire ça. Mais en fait, vous pouvez vous déconnecter, mais ne sortez pas de l'application. Sinon, on ne reste pas connecté. Il faut, D'accord. Sinon, ça ne va jamais il faut que finir. ça On se charge déconnecte. à 100%.
Oui, oui, non, mais tu peux tu te déconnectes, faut pas juste sortir de l'application. Mhm. Même si tu sors de l'application, c'est pas grave. Prochainement, je vais te dire de. Si c'est pas complet, je vais t'aider, tu vas te reconnecter. Moi, je suis qu'à 54%, hein. Tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de rester connecté dans l'application. Tu te déconnectes, mais laisse Ok. Google ouvert, c'est ce que je veux dire. Mais là, Si tu es dans tu as l'application, tu stoppé le utilises live. l'application ou pas? Le Allez, live est j'arrête déjà arrêté. le live. Je vais stopper le live. Voilà, j'ai stoppé le live. J'avais oublié de stopper.